Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On dit souvent qu'il est important de s'écouter, d'écouter son corps. Ce conseil a d'autant plus de sens lors d'une grossesse ou d'un accouchement. Dans cet épisode, nous avons eu le plaisir d'accueillir Clémence, atteinte d'endométriose, qui nous raconte son parcours vers le diagnostic, la gestion de sa maladie après celui-ci posé, ainsi que son expérience de la maternité. Elle nous partage son chemin vers la maison de naissance, évoquant le soulagement de se sentir enfin prise en charge sans jugement, entourée d'une équipe qui connaît sa maladie et l'accompagne avec bienveillance. Grâce à ce suivi, elle a pu gagner en confiance et vivre pleinement son accouchement, une expérience intense et inoubliable. Clémence nous parle aussi du rôle essentiel de son conjoint, de sa doula et de sa mère dans cette aventure. Aujourd'hui, Clémence nous raconte son histoire. Bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour Clémence, bienvenue à notre micro. Bonjour, merci. Merci infiniment d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous dans cet épisode. On est très heureuse de pouvoir t'écouter aujourd'hui, mais avant de plonger dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Clémence, j'ai 33 ans, j'habite à Haussillon, je suis artiste, danseuse et comédienne, et j'ai une petite fille qui a 7 mois tout juste, et je suis en couple avec Mathieu, on est en ce qu'on appelle en concubinage. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché ? J'ai accouché à la maison de naissance d'Oumaya, à Castres. Avant de parler de ton suivi et de ton accouchement, on aimerait te demander de nous expliquer, en quelques mots, ce qu'est une maison de naissance. Pour moi, c'est un endroit où met en confiance la femme dans cet instinct de mammifère qu'est l'accouchement, quoi. On la reconnecte à ce qu'elle sait faire. Merci pour cette présentation. Si on a choisi de t'inviter aujourd'hui, c'est parce que tu nous as partagé le fait que tu étais atteinte d'endométriose et que tu as pu vivre notamment un suivi en maison de naissance. À travers ton témoignage aujourd'hui, on souhaite montrer qu'un suivi en maison de naissance, c'est une option tout à fait envisageable, même avec une pathologie comme celle-ci, et que ça peut aussi offrir une expérience tout à fait enrichissante. On a hâte que tu nous racontes ton parcours, et notamment les défis que tu as pu relever et les réussites que tu as vécues tout au long de cette grossesse, de cet accouchement et de l'après. Alors la première chose qu'on aimerait savoir, c'est si tu pouvais nous définir en quelques mots ce qu'est l'endométriose, pour les personnes qui ne connaissent pas cette pathologie. Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui touche une personne menstruée sur 10. Les symptômes, ils sont nombreux. Il y a effectivement le symptôme le plus connu et courant qui est en fait des douleurs de règles. Et ça peut aller avec ça à ce qu'on appelle les dysparvonies, donc des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs neuropathiques, une inflammation en fait globale, donc notamment dans l'alimentation, qui peut causer des troubles digestifs. Voilà. Ok. Je crois savoir qu'il y a différents stades d'endométriose. Toi, t'es à peu près où sur cette échelle pour que les gens se rendent compte, par rapport à ton suivi en maison de naissance, ce qui est viable ou pas? Alors moi, pour le coup, je sais pas vraiment, je pourrais pas mettre de terme sur mon stade parce qu'en fait, on m'en a jamais parlé, si ce n'est que j'ai une endométriose qui est localisée sur mes ligaments utérosacrés. D'accord. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est du coup, médicalement parlant, je suis pas beaucoup atteinte, contrairement à ce que les médecins ou le corps médical a parfois l'habitude de voir. D'accord. Ok.
Et est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton rapport à l'endométriose avant de tomber enceinte? C'est un vrai parcours du combattant. Ça a été très compliqué déjà pour poser un diagnostic. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, le diagnostic pour une endométriose, c'est 7 ans. Oui. En fait, je pense que c'est complètement pas la réalité parce que moi, j'ai aucun souvenir de. Enfin, je pense que j'ai mal depuis le début de mes règles, donc depuis que j'ai 13-14 ans en fait, quoi. Donc, sauf que j'ai été diagnostiquée il y a 7 ans maintenant et que entre le moment où t'as mal, le moment où tu comprends que peut-être il y a quelque chose que plus, dont je pense toutes les femmes ont déjà entendu parler, des règles douloureuses, et le moment où tu décides de te lancer dans une vraie recherche approfondie, en fait, il y a beaucoup plus que 7 ans. Donc ça, maintenant, c'est un diagnostic entre en gros, ta suspicion d'endométriose, ils appellent ça comme ça, une suspicion d'endométriose, et le moment où on confirme que oui, t'as de l'endométriose, quoi. Et tu sais pourquoi ça prend tant de temps? Ça prend autant de temps parce que c'est hyper mal, ça se diagnostique hyper mal parce que il y a un manque cruel de formation des équipes médicales en fait, et parce que c'est un sujet qui est hyper tabou et que quand on va chez un gynéco, il nous dit oui, c'est des douleurs de règles, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Ça, on l'a tout entendu, je pense au moins une fois dans notre vie. Donc voilà, c'est pour ça. C'est t'es douillette, prends un Doliprane et on n'en parle plus, quoi. D'accord. Oui, je Donc, voulais comprendre si c'était lié à des examens qui devaient être réévalués dans le temps ou si c'était, comme tu dis, plus lié à un manque de formation, un manque d'information. Alors, il y a ça, il y a le manque de formation, le manque d'information, et il y a aussi le fait que, en fait, si tu ne vas pas voir un spécialiste de l'endométriose qui est en fait formé et qui est en capacité, ne serait-ce que par exemple pour lire l'IRM, tu peux avoir fait 1000 IRM dans ta vie. Si le docteur qui lit l'IRM, il n'est pas formé en fait à décrypter les lésions d'endométriose, il ne les verra pas. Et donc, il y a toutes ces erreurs de diagnostic-là, ou aussi, par exemple, on va te dire, tu fais une échographie, sauf qu'aujourd'hui, on sait que l'échographie pour une endométriose, ça ne sert à rien, ça, c'est pas visible, ou tu fais une radio, ou quoi, jusqu'à l'IRM. Et encore une fois, quand tu vois, enfin, moi, c'est ce que je conseille à tout le monde, s'il y a une suspicion d'endométriose, déjà, tu vas faire une IRM et tu vas faire une IRM chez quelqu'un qui est spécialisé en endométriose. Ça ne sert à rien d'aller voir ton médecin lambda ou voilà, c'est une perte de temps, en fait. Oui. Donc, voilà. En fait, oui, il y a une espèce d'errance médicale qui peut se créer si jamais, comme tu dis, on n'a pas le bon examen au bon Exactement. endroit avec la bonne personne Exactement. finalement qui pourra Oui. décrypter l'image Oui. fournie. Oui, complètement. Ouais, je comprends mieux. Et comment t'as vécu l'annonce de ta grossesse du coup dans ce contexte? J'étais hyper heureuse, hyper contente, surtout que c'est arrivé assez vite en fait. J'entends, c'est arrivé assez vite par rapport à l'arrêt de la pilule, parce que ce qui se passe aussi quand tu es atteinte d'endométriose, ce que fait aujourd'hui la médecine classique, c'est on te met sous pilule en continu pour interrompre tes règles. Et donc, on te dit aussi que autant de temps tu as pris cette pilule en continu, potentiellement, autant de temps c'est pour arrêter la pilule, retrouver un cycle normal, retrouver donc des règles, puisque tu n'as pas eu de règles. Et donc, ça peut être long. Oui. Et en fait, entre l'arrêt de la pilule, mon désir d'enfant et la réalisation, ça a été hyper rapide. Donc, c'est sûr que... Oui, du coup, c'est une bonne nouvelle, c'est plein d'espoir du coup pour les personnes qui se questionnent aussi. Oui, C'est pas une carrément. fatalité que ça prenne Non. du temps par rapport à ça. Non, par contre, aujourd'hui, je crois que le chiffre, c'est que c'est 40% la cause d'infertilité, enfin l'endométriose, la cause d'infertilité, c'est 40%. C'est pas une fatalité. On n'est pas forcément infertile parce qu'on a de l'endométriose et vice versa. Et par contre, oui, l'annonce de la grossesse a été rapide entre le moment où j'ai arrêté la pilule, où j'ai voulu faire un enfant et où je suis tombée enceinte. Mais par contre, moi, mon cheminement, disons, de guérison, en tout cas d'espoir de la guérison, il est beaucoup plus long que ça. Mais parce qu'en fait, je voulais travailler sur ma guérison avant de tomber enceinte. Et effectivement, le fait de tomber enceinte, c'est la cerise sur le gâteau. Mais voilà, c'est quand même, voilà, ça a été quand même un long chemin pour ne serait-ce qu'aller mieux, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même une pathologie qui est invalidante et handicapante, énormément au quotidien, quoi. Ouais. Je voudrais faire une parenthèse avant d'avancer dans l'interview, à la fois pour ma culture générale, mais peut-être pour d'autres personnes qui connaissent peu ou mal cette pathologie. Quand tu dis du coup que vous prenez une pilule sans discontinuer
Pour l'interruption totale des règles, c'est parce qu'en fait, ça permet de soulager les douleurs ou de réduire peut-être la propagation de la maladie? Enfin, quel est l'intérêt de faire vraiment cette interruption totale de cycle menstruel? Alors aujourd'hui, l'intérêt et en tout cas ce qui est préconisé par les médecins, c'est pour eux, pilule en continu égale arrêt des règles égale arrêt de la propagation des lésions d'endométriose. D'accord. Sauf que, en vrai, c'est pas prouvé en fait que la pilule permet d'arrêter la propagation. Et en tout cas, dans mon cas, ça n'a absolument pas arrêté les douleurs, voire ça les a augmentées. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai été diagnostiquée et donc mise sous pilule en continu et le moment où j'ai décidé d'arrêter le traitement, j'avais plus d'effets secondaires Ah ouais, ok. que au départ où on m'a diagnostiquée. Et après, chacun y juge et tout ça, mais pour moi, l'arrêt de la pilule a été miraculeux et a littéralement changé mon quotidien. Donc, l'arrêt de la pilule, oui, et on en parlera aussi, tout ce que j'ai mis en place autour de ça, mais pour moi, ça a été miraculeux. J'arrivais à un stade de douleur et d'invalidité qui était énorme. Et en fait, c'est aussi ce qu'il faut dire, c'est que médicalement, voilà, moi, on m'a dit d'ailleurs, quand on m'a diagnostiqué que j'ai fait ma première IRM avec le bon médecin, au bon endroit, bien spécialisé et tout, la personne me dit «Oh, mais oui, mais bah oui, peut-être il y a quelques lésions d'endométriose sous vos ligaments utérosacrés, c'est pas bon, ils ont l'air un peu gonflés, donc ça peut être ça, mais vous inquiétez pas, mademoiselle, c'est vraiment infime par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur l'endométriose». Et donc je me suis retrouvée genre «What? Mais moi j'ai tellement mal au quotidien. Comment vous pouvez me dire que c'est infime en fait?» Et à l'inverse, je connais plein de gens qui ont une endométriose avec aucune douleur et qui ont découvert qu'elles avaient de l'endométriose au moment où elles ont voulu faire un enfant et qu'elles n'arrivaient pas à faire un enfant. Donc il y a aussi une endométriose asymptomatique en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, est-ce que vraiment la taille des lésions ou la propagation de l'endométriose est vraiment révélatrice Absolument de pas. la douleur et du vécu de la personne? Absolument pas. Et c'est un vrai problème du coup dans la prise en charge de cette maladie, c'est important de que le dire alors. ça ne veut strictement rien dire. Ouais. Voilà. Tu peux très bien avoir une endométriose qui, d'ailleurs, que tu découvres très tard et sans avoir de douleur, ou à l'inverse, des douleurs toute ta vie qui sont pas forcément, c'est ça aussi qu'il faut dire, parce que en fait aujourd'hui, pour moi, c'est le problème de cette maladie, c'est que elle n'est traitée que sur l'utérus. C'est-à-dire que endométriose égale douleur de règles égale donc utérus, ovaire, tout ce qui s'ensuit, mais en fait, c'est une maladie qui est systémique et qui doit être vue dans son ensemble. Ouais. Et à partir du moment où moi j'ai compris ça grâce à Instagram, je vais le dire, et à des nanas géniales que je suis et qui sont atteintes et qui ont fait toute une recherche là, à partir de ce moment-là, déjà tu te rends compte que en fait ton endométriose c'est pas que des douleurs pendant ton cycle. C'est comme ça que moi je me suis rendu compte que en fait les douleurs que j'avais pendant les rapports, en fait c'était dû à mon endométriose. Les douleurs que j'avais quand je mangeais une tomate ou du melon, qui sont en fait des aliments inflammatoires au possible, c'est dû à mon endométriose. Et pourtant, médicalement, je n'ai pas de lésion d'endométriose sur mes intestins, je n'ai pas d'atteinte digestive là-dessus, mais par contre, le fait d'être tout le temps en inflammation, en fait, ça cause une inflammation globale sur tout ton corps, quoi. Oui. Le corps, c'est pas des morceaux isolés, tout Exactement. reste connecté, et surtout sur les systèmes inflammatoires. Exactement, et sauf qu'aujourd'hui, la médecine isole que l'ovaire et tout ça, n'isole que ça et ne prend que ça de la maladie. Pour moi, c'est le gros problème, en fait. Du coup, il faut traiter cette maladie comme une pathologie systémique, une maladie systémique, et voir tout ce qui se passe autour, quoi. Et c'est pour ça que cette pilule en continu, en fait, oui, peut-être elle met sous cloche, mais elle guérit pas. Aujourd'hui, il y a 0 traitement qui guérit l'endométriose. Et comme tu dis, c'est pas en plus, sans parler de guérison, mais juste de soins, même ça ne soigne pas. La preuve, sur certaines personnes, en tout cas comme toi, ça peut, au contraire, accentuer certaines douleurs. Donc c'est intéressant de l'avoir en tête, de se dire, oui, chez certaines femmes, ça aura l'effet escompté, Exactement. positif de soulagement, etc., comme chez d'autres,
à se questionner si finalement ça devient plus important au niveau douloureux ou autre Oui, symptôme. ou ça peut être stable, quoi, d'avoir une augmentation, une dégradation, mais en tout cas. Et à se demander du coup quel est l'intérêt finalement de prendre les hormones. Exactement. Merci du coup de m'avoir éclairé un petit peu plus là-dessus et j'espère aussi une part de nos auditeurs et de nos auditrices. En tout cas, on va revenir au moment où donc tu viens de nous dire que tu avais eu la chance de tomber rapidement enceinte suite à l'arrêt de cette pilule. Pourtant, tu avais peut-être une part de doute du fait de l'arrêt total de tes cycles. Et comment cette situation entre cette arrivée de la grossesse rapide, tu viens de nous dire aussi que tu aurais aimé peut-être un peu plus traiter ton endométriose avant d'entamer cette grossesse. Comment tout ça t'a amené à vouloir faire un suivi en maison de naissance? Et ben du coup, en fait, j'ai été dans cette démarche en fait, il y a 2 ans, ça faisait 5 ans que j'ai été sous pilule en continu avec peut-être 10 fois de changement de pilule parce que j'avais l'impression que mon corps s'habituait, ça allait bien pendant quelques cycles, mon corps s'est habitué. Et puis de nouveau, j'avais de nouveau mal ou j'avais des saignements qui venaient alors que t'es censé pas saigner. Enfin bon, voilà. Donc, je pense que j'ai changé 10 fois de pilule en 5 ans, donc entre le moment où on a posé le diagnostic. Et donc, il y a 2 ans, l'élément déclencheur pour moi, c'est que en plus de tous les symptômes que j'avais, donc l'inflammation quand je mangeais, donc hyper restrictif sur ce qu'il fallait que je mange, les douleurs, oui, pendant le cycle, mais hors du cycle, ça on n'en parle pas aussi. On me dit oui, t'as mal que quand t'as tes règles. Et en fait, non, moi j'avais mal tout le temps à n'importe quel jour, quel moment, tout ça. Ces douleurs pendant les rapports que j'avais identifiées aussi, les dyspareunies, j'ai commencé à avoir des douleurs neuropathiques qui paralysaient mes jambes. Et donc, je suis danseuse éco-édienne et j'ai commencé à me dire, OK, j'ai 30 ans, 31 ans, j'ai des douleurs qui paralysent mes jambes, qui m'empêchent clairement de faire mon métier, de faire ce que j'aime. C'est pas possible en fait, je peux pas vivre comme ça. J'ai 31 ans, j'ai mal quand je mange, j'ai mal quand j'ai pas mes règles, j'ai mal quand je fais les rapports. Clairement, je ne savais pas ce que c'était que faire l'amour sans avoir mal. Et maintenant, j'ai des douleurs neuropathiques qui paralysent mes jambes. C'est pas possible. C'est bien que il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans mon traitement. Et voilà, ça faisait quelques fois que, grâce à des comptes Instagram que je suivais comme Endokarma et tout ça, qui ont justement cette approche plus globale de la maladie et justement au naturel, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à voir, à faire dans ce cheminement-là. Ok, j'ai essayé pendant 5 ans le traitement hormonal. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à tester et à essayer? Et donc, j'ai d'abord voulu bien faire les choses. Donc, j'ai refait une IRM de contrôle où on m'a dit, tout va bien, mademoiselle, votre endométriose est très, très belle. Pardon. Il y a des gens qui disent ça. Excuse-moi, Oui, il y a des gens qui disent ça. Votre endométriose est très, très belle et beaucoup moins gonflée qu'il y a 5 ans. Voilà, tout va bien. Et à la question de, ouais, mais j'ai beaucoup plus mal, en fait. On m'a dit, vous voyez, avec votre gynéco, changez de pilule. Mais ma dernière pilule date d'il y a 3 mois. Enfin, c'est quoi le délire? C'est pas possible. Puis à un moment, je pense que j'aurais testé toutes les pilules du marché. En fait, il va plus y avoir de pilules. Comment ça se passe? Donc ça, c'est à l'IRM. Je suis allée voir, du coup, avec mon IRM là en main, je suis allée voir mon gynécologue de l'époque et je lui dis, voilà, aujourd'hui j'ai mal, j'ai des douleurs neuropathiques, voilà, mon IRM est belle, mon endométriose est belle. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche naturelle et de l'arrêt de pilule en fait? Et là, on m'a dit, oh là là, non, mademoiselle, surtout pas. Qu'est-ce qui se passe si jamais on arrête la pilule et que votre endométriose s'aggrave? Et qu'est-ce qui se passe? Oui, en effet, il peut se passer beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui se passe aussi si en fait j'arrête la pilule et que j'arrive, alors évidemment non sans mal, mais j'arrive à maîtriser tout ça et surtout, qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui mon quotidien il est mieux? Ah oui, oui, d'accord, mais aujourd'hui, si vous arrêtez la pilule et que ça va pas mieux, et c'est l'opération et voilà, et sous-entendu, le désir de grossesse, selon l'opération que c'est, au revoir, quoi. Oui, d'accord, mais peut-être que je vais m'écouter, je vais suivre mon instinct malgré ce que vous dites, mais par contre que je vais me faire accompagner, en fait, vraiment dans cet arrêt de la pilule, parce que c'est hyper angoissant Oui, du coup être aussi un peu contre l'avis des médecins, hein, parce que
Et surtout, en plus, Avec ce qui te avec prédisent. les nouvelles douleurs que tu dis, enfin les Oui, handicaps que ça crée en plus au niveau oui, moteur oui. chez toi, j'imagine bien que ça puisse être Ouais, stressant. c'était angoissant, mais en même temps, je me disais que l'équilibre, si j'arrivais à faire basculer, enfin, dans ma colonne des plus et des moins, voilà, Ouais, je comprends bien l'idée. c'était quand même, ça aurait été, enfin, voilà, si ça marche, Ouais, trop bien. c'est juste ouf, quoi. Ça change mon quotidien voilà. Et donc, j'ai décidé de prendre tout ça à bras le corps. Et donc, j'étais déjà, en fait, bien avant de vouloir, bien avant d'être enceinte, j'étais déjà dans ce truc de naturel, en fait. D'avoir envie de me débarrasser de ce traitement-là et de retourner à quelque chose, en fait, d'être plus à l'écoute de moi. Et dans ce cheminement-là, qui a duré quand même, du coup, maintenant 2 ans, et ben, j'avais envie de me reconnecter à moi, en fait. Et donc après, quand je suis tombée enceinte, je savais que les maisons de naissance existaient et tout ça. Je savais pas bien quoi, quand, comment, où et tout, mais je savais que c'était possible. Et ben, du coup, ça s'est imposé à moi comme, attends, t'as mis en place tout ce truc de vouloir être à l'écoute de toi, de te reconnecter à toi, de te faire confiance sur ton instinct. C'est logique que tu aies envie de te faire confiance dans ton accouchement. Et aussi, j'avais eu une super mauvaise expérience d'anesthésie suite à une péritonite quand j'étais très jeune, où vraiment ça m'avait complètement traumatisée un peu, et je trouvais que mon corps avait vraiment pas très bien réagi à tout ça. Et donc je m'étais dit, voilà, pour le coup, moi, la péridurale, j'en ai trop peur, quoi. J'ai trop peur. Je sais pas comment j'ai pas envie de revivre ça. Et donc voilà, c'est arrivé un peu comme ça. C'était dans ce long cheminement du retour au naturel, du retour à m'écouter moi, en fait. Oui, parce que du coup, avec t'as eu un parcours médical Oui, lourd, avec de l'errance, avec justement des traitements sur du long terme, donc ça peut s'entendre. ouais. Ouais. Tu viens de dire que tu avais entendu parler des maisons de naissance, tu savais que ça existait de loin. T'as aucun souvenir du coup de comment tu les as connues? Non, j'ai pas de souvenir. Je pense que c'est si en regardant sur les réseaux, sur Instagram ou à la télé, ce genre de choses. Mais je savais en tout Il n'y a cas. pas eu un événement marquant Non, quelqu'un de ton entourage, une non, lecture vraiment marquante où tu t'es non, dit, oh, purée, c'est là. non. Par contre, à partir du Mais c'était moment, resté dans ta tête. ouais, c'était resté dans ma tête. Et à partir du moment où je me suis dit j'aimerais bien, et où j'ai commencé un peu à en parler, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de copines en fait qui avaient eu cette démarche-là, qui avaient pu le faire aussi en maison de naissance, ou bien juste d'avoir un accouchement un peu plus naturel et tout ça et tout ça. Et en fait, au départ, j'avais toujours dit, avant d'être enceinte, j'aimerais bien accoucher chez moi. Et après, bébé étant déjà implanté, je me suis dit, oh là là, non, non, chez moi, j'ai un peu peur, j'ai un peu le stress. La maison de naissance, en fait, c'est super parce que c'est le bon compromis entre t'es pas dans le médical et t'es pas tout seul chez toi, même si, évidemment, même quand on accouche chez soi, on n'est pas tout seul chez soi. Mais voilà, je me suis dit, oulala, non, non. Une fois qu'il était là, bébé, je me suis dit, ouh, non, pas chez moi, finalement. Mais Je peux comprendre. Donc du coup, tu t'es dit que tu allais faire ces recherches pour savoir s'il y en avait une près de chez toi. T'en as trouvé une près de chez toi, Mm. très près même. ouais, Et c'est une chance, vu oui, le nombre qu'il y en a aujourd'hui. oui. Et quelle était l'image que tu t'es fait de d'Oumaya, donc la maison de naissance de Castres dans laquelle tu as accouché? Et est-ce que tu t'étais figuré qu'il pourrait y avoir des freins éventuels liés à ton endométriose avant d'avoir le premier rendez-vous ou au moment du premier rendez-vous? Je suis pas arrivée avec une idée en tête ou avec. Je savais pas. En fait, moi, j'ai quand même vécu 14 ans à Paris. Quand je tombe enceinte, j'ai toujours mon appartement à Paris dans lequel je passe les 3/4 de mon temps. Et à Paris, on sait très bien qu'il y a une seule maison de naissance. J'ai une copine qui a accouché à la maison de naissance, mais apparemment, j'ai une autre copine d'ailleurs suite à mon récit sur mon accouchement en maison de naissance. Elle m'a dit, oh, moi, ça m'a trop décidé. Donc là, elle vient d'être acceptée. Donc elle va, si tout va bien, en tout cas, elle fait son suivi au calme à Paris. Mais en tout cas, moi, avant de me lancer dans cette vie-là et dans cette recherche de Doumaya, je me disais, à Paris, si j'accouche à Paris, j'ai peut-être beaucoup, beaucoup moins de chances de pouvoir accoucher en maison de naissance. Donc, j'arrive ici, je tombe enceinte et je me dis, bon, dans le doute, sur un malentendu, je vais regarder s'il n'y a pas, en tout cas, quelque chose de nature. Je ne savais pas du tout qu'il y avait donc une maison de naissance à Castres. Mon entourage ne savait pas du tout qu'il y avait une maison de naissance à Castres. Et donc, je tape
bêtement sur Google maison de naissance 81, je crois, et je tombe sur du Maya, et là, je vois Castres, et je vois que c'est à 15 minutes de la maison. Et je me dis, c'est pas possible. J'ai eu l'impression que la grâce divine, que toutes les planètes s'étaient alignées, quoi. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Je débarque quand même au Sillon. C'est pas le fin fond mais bon, ok, voilà. Et je tombe sur une maison de naissance, la seule d'un grand périmètre du Sud. Et je me dis, mais waouh, c'est génial, quoi. Donc après, j'arrive à la maison de naissance, et là, il y a un petit questionnaire qu'on doit pré-remplir. Et je crois qu'il y a une petite phrase pathologie connue. Et là, je me dis, voilà, je le dis pas. Je dis endométriose, je le dis pas. Bon, aussi, quand même, c'est le genre de détail qui n'est pas un détail, qu'il faut pas cacher. Donc, je dis endométriose, et je me souviens quand même, première rendez-vous. Ah, t'as de l'endométriose? Oui, j'étais un peu dans mes petits souliers, genre, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Et en même temps, je me dis, non, mais c'est pas possible. Je ne veux pas que ça soit encore un frein, parce que pour moi, ça aurait été vraiment un deuil à faire de me dire, ah, cette maladie qui te gâche quand même le quotidien depuis des années, si en plus ça t'empêche d'avoir accès à ça, je pense que j'aurais été dans un état, voilà. Et Dieu merci, non, l'endométriose ne fait pas partie des freins, tout ça. Et on m'a dit, ah oui, non, pas de souci. Enfin, je sais pas ce qu'on m'a répondu. Je pense que c'est passé comme une lettre à la poste. Mais j'étais là, je suais. Oh là là, T'as dû sortir légère, du coup. Ouais, je suis sortie hyper légère. Ça devait être quelque chose de très positif, du coup, pour ce oui. premier rendez-vous. Ouais, et puis je me suis dit, ok, c'est un autre combat de gagner. Voilà, on entend souvent cette phrase, mais c'est un autre combat de gagner par rapport à la maladie, quoi. De te dire, bon, ça va pas être un frein à cet accouchement naturel, et voilà. Donc, oui, Comme tu dis, il t'endure déjà tellement que c'est. Ah ouais. Ça aurait été. Ouais. Non, je pense que le mot deuil est absolument approprié. Ouais. Et quel était le point de vue de ton compagnon sur les maisons de naissance quand tu lui as parlé de ce désir? Alors, il savait pas du tout. Il connaissait pas du tout. Il était pas réfractaire, mais plutôt curieux de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et surtout inquiet de voilà, s'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, voilà, parce que lui, je crois pas on n'en a pas trop parlé, mais je crois pas qu'il avait cette image de la maison de naissance comme certains peuvent avoir, mais t'accouches dans un champ, je sais pas quoi. Il avait pas ce truc-là quand même. Et puis, il était dans, écoute, malgré tout, c'est ta grossesse, c'est ton corps, c'est toi qui vas avoir mal, entre guillemets. Ouais. Donc, je te suis. Si c'est ce que tu veux, je te suis au départ. Et puis après, voilà, il s'est dit, oui, ok, il n'y a pas de souci, je fais plus que de suivre et je vais m'impliquer et tout ça. Mais au départ, c'était, c'est toi qui portes l'enfant, c'est toi qui vas accoucher, c'est toi qui vas avoir mal, c'est toi qui vas vivre tout ça. Donc, moi, je vais être soutenant et j'accepte. Et si tu veux accoucher là, je te suis là-dedans, quoi. Donc, j'imagine qu'il est aussi conscient de ton parcours personnel avec l'endométriose, et donc ça doit aussi jouer dans cette acceptation de tes besoins. Oui, carrément. Et puis voilà, l'endométriose, c'est, je pense, bien avant qu'on soit ensemble, la première chose que j'ai dû exprimer. On s'est rencontrés, on est tous les deux artistes, on s'est rencontrés en tournée, et donc j'arrivais avec ma petite trousse d'endo girl, avec tous mes petits tips j'avais déjà, j'arrêtais la pilule tout juste, quoi. Donc j'avais tous mes petits tips. Et comme je suis suivie par donc Endokarma et Malagrange, qui est naturopathe, spécialisée vraiment en endométriose, j'avais tout mon petit protocole, quoi, pour justement mettre en place cette gestion de la maladie de manière naturelle. Donc en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, on était en tournée au petit déjeuner le matin, et il me voit avec voilà, c'est pas mes petits cachetons parce que du coup non, pas, mais voilà, tous mes petits guéris d'endo girl, quoi. Hein. et donc voilà, l'endométriose, ça a toujours été tout de suite, c'est quoi? Oui, je suis atteinte d'endométriose, blablabla, et donc on est tout de suite rentré là-dedans. Et après, quand on s'est mis ensemble, le deuxième sujet, c'était moi, je veux faire un bébé, quoi. Donc, je te mets pas la pression. Je sais pas si tu seras le père de mon enfant. Mais en tout cas, si tu me dis qu'aujourd'hui, tu te projettes pas avec un enfant, on ne sera pas ensemble, quoi. Donc, je dis pas que après on va avoir un enfant vite, quand, comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, avant toute chose, avant qu'on démarre notre histoire, avant que peut-être je tombe amoureuse de toi, je veux être sûre que tu puisses te projeter avec
avec l'idée d'avoir un enfant. Donc voilà, ça a été les 2 petites cases à cocher. Donc tu vois, l'endométriose, l'enfant, quand on est arrivé à Doumbouya, elle a dit oui, ok. C'est bon, tu veux ça? Ok. Et quand tu as parlé à ton entourage que tu avais un désir d'accoucher en maison de naissance, est-ce que tu as fait face à des préjugés ou des choses, justement, peut-être à des personnes qui avaient connaissance de ta maladie? Est-ce que ça les a, j'allais dire perturbés, peut-être pas le bon mot, mais est-ce que ça les a questionnés? Et est-ce qu'ils t'ont questionné au point que ça puisse te mettre le doute, justement, dans ton rapport à l'endométriose, dans le fait de vouloir un accouchement en maison de naissance? Ça m'a pas mis de doute parce que je savais que c'est ce que je voulais. Il y a évidemment eu la question de l'endométriose et même avant le premier rendez-vous à la maison de naissance, il y a eu mais est-ce que tu es sûre que l'endométriose ne sera pas un frein? Ce à quoi non, j'en suis pas sûre, mais de toute façon on verra bien et il faut vite me le dire, donc je serai vite fixée. Et après il y a plus eu ce questionnement de en fait du risque quoi. Qu'est-ce que accoucher en maison de naissance aujourd'hui ça veut dire si tout va bien, ok, tout va bien, mais s'il y a un petit caillou dans l'engrenage, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est plus ça en fait, je trouve, je pense en tout cas en général quoi, qu'il faut rassurer les gens et l'entourage et tout ça, de dire mais voilà, on n'accouche pas dans un champ suivi. C'est des gens qui sont formés pour ça, qui sont compétents. Donc voilà, on se rassure. Et puis l'avantage de les naissances, c'est que c'est collé aux maternités. Donc s'il y a le moindre souci, en fait, t'es pas au milieu de nulle part, quoi. Justement, t'es pas chez toi. Parfois, on peut être loin de la maternité ou quoi. Donc, pour moi, il y a pas de risque en fait d'accoucher en maison de naissance, quoi. Et évidemment que, et après ça, je l'ai découvert avec mon suivi et tout. Il y a des protocoles. Elles sont, enfin, les sages-femmes, enfin, en maison de naissance, ils sont tellement justement surveillés et cadrés. Il y a tellement de protocoles à respecter qu'il y a zéro risque pour moi. T'es tellement suivi et t'es tellement, il y a des critères qui sont tellement bien précis, t'as moins de risques que si t'es à l'hôpital. Aujourd'hui, on sait que c'est une sage-femme pour 8 personnes qui accouchent, je crois. Nous, on a le luxe d'avoir 2 sages-femmes quasiment. Enfin, waouh, c'est un luxe qui est énorme. Donc, je pense qu'il y a vraiment encore moins de risques que si t'accouches dans une maternité où t'as 8 nanas qui accouchent en même temps, en fait. Hein. Donc, Oui, bien sûr. donc c'était juste expliquer ça à l'entourage, quoi. Ouais. Non, mais c'est assez juste. Alors, c'est pas tout le temps 8 en même temps, mais Oui. ça peut aller Bah oui, oui. jusqu'à ce genre de chiffres assez ahurissants. Et par rapport à ton suivi en maison de naissance, comment les sages-femmes de la maison de naissance ont pris en compte ton endométriose dans ton suivi? En fait, on m'a pas tellement posé de questions là-dessus et c'était cool du coup. Elle le savait, évidemment. Il y avait du coup, si évidemment quand on rentre dans la préparation sur la douleur. Oui, j'allais dire, c'était peut-être pas forcément quelque chose qu'elle abordait, mais si toi, à un moment donné, t'exprimais des doutes, des douleurs, justement, ou des questions par rapport Ouais. à tes petits protocoles d'endogueur, tu vois, quel a été le rapport entre vous? Il y avait surtout, oui, effectivement, quand on arrive sur la préparation à la douleur ou, enfin, moi, je me souviens encore des douleurs quand je suis en crise d'endométriose ou, du coup, quand on me dit oui, alors une contraction, tu vois, la douleur et tout. Alors finalement, c'est pas comparable. Maintenant que j'ai accouché, c'est pas comparable une crise d'endométriose avec une contraction ou avec, voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que j'étais un peu plus préparée à la douleur. Et justement, il a fallu déconstruire, en fait, ma douleur à moi, parce que, en fait, justement, je me préparais à l'accouchement comme je me suis préparée ou je me préparais à survivre à une crise d'endométriose. Et en fait, après, on sait que c'est pas. Moi, j'étais une guerrière. Je pense qu'on est des guerrières quand on s'apprête à vivre une crise d'endométriose. On sent le truc. Et évidemment, on est aussi des guerrières quand on se prépare à l'accouchement ou quand on est en contraction. Mais c'est pas la même puissance. Je trouve qu'on est des guerrières et on est focus quand on va avoir une crise d'endométriose. Et à l'inverse, je me suis sentie puissante, tu vois, quand j'avais les L'aboutissement est pas contractions. le même. L'aboutissement n'est pas le même. Et voilà.
Puis du coup, moi, j'étais quand même déjà bien suivie en naturopathie et tout ça. Donc, c'est vrai que ça venait compléter ce petit protocole d'EndoGirl qui, en fait, est aussi une supplémentation qui aide beaucoup, en fait, les compléments alimentaires et tout ça. Et donc, je pense que j'étais bien préparée. Et d'ailleurs, j'ai été suivie aussi pendant ma grossesse avec ma naturopathe. Voilà, et on se rend compte que c'est assez similaire finalement à la préparation quand on est enceinte ou quand on est atteinte d'endométriose, quoi. Il y a les petits protocoles qui sont les mêmes, quoi. Ouais, j'imagine, oui, que ça doit faire écho et que ça doit se compléter d'une certaine façon, en fait, que c'était nécessaire d'avoir Oui. ce suivi en plus. Oui, oui. Et puis, je reste persuadée que si je suis tombée enceinte aussi facilement, c'est derrière parce que j'avais mis en place tout ce terrain et cette supplémentation et tout ça, et pour me reconnecter à ma fertilité. Et là, que ça engendre au retour du cycle, voilà, tout ça. J'ai pas eu de nouveau un cycle comme ça du jour au lendemain. Et voilà. je Et pense bien. donc aujourd'hui, avec mon suivi en naturopathie, et ça, je le dis à ma naturopathe, et d'ailleurs, tous les jours sur Instagram, elle fait des petites stories de gens qui la remercient parce que des parcours compliqués sur la fertilité ou suivis par une naturopathe, en tout cas, cette naturopathe-là, Emma, et où, d'un coup, ouais, quand tu prends soin de ta fertilité et de tout ce qui a trait à ça, voilà, c'est comme un jardin, en fait, hein. Simplement, si tu prends soin de ton rosier, potentiellement, t'as des roses qui vont apparaître, quoi. Après, si tu le laisses mourir ou que tu le mets sous cloche, je suis pas sûre que ça pousse bien, quoi. Oui, bien sûr. Dit comme ça paraît assez évident. Oui. Tu viens de nous parler de la peur de la douleur, particulièrement, mais est-ce que tu avais d'autres peurs liées à la grossesse ou à l'accouchement? Moi, j'étais flippée de mon poids. Je pense que mon petit côté danseuse classique, depuis que j'ai 3 ans et demi, était bien passé par là. Donc, j'étais une grosse flippée. Donc, je me suis tout de suite dit, j'ai tout de suite dit au corps médical qui m'entourait, d'abord en médecin classique et puis après en maison de naissance, je ne veux pas savoir mon poids. Si vous voulez me peser, vous me pesez, mais je détourne le regard, je ne veux pas savoir. Et d'ailleurs, mon compagnon Mathieu était garant voilà, il connaissait mon poids d'avant grossesse et il a su mon poids juste avant d'accoucher, enfin quasiment quoi. Et je sais maintenant combien de kilos j'ai pris, mais à l'époque, je ne savais pas. Donc j'étais une grosse flippée de ça. C'est marrant parce que je croyais que tu allais dire que t'étais quand on dit flipper du poids, il y en a qui sont hyper dans le contrôle de pas trop en Ah non, prendre. ouais. Alors je trouve ça drôle que finalement, toi, t'étais dans quelque chose un peu comme une autruche. Ouais, moi justement, je voulais me lâcher la grappe en fait, parce que je pense que si j'avais su, je pense que je contrôlais et que j'étais justement dans un méga contrôle. J'aurais été vraiment contrôle fric de mon poids, quoi. Et donc, je voulais me lâcher la grappe et me dire, OK, de toute façon, t'es enceinte, quoi. Donc, c'est juste normal de prendre du poids, et tu prends pas du poids parce que tu manges trop, parce que, enfin, tu prends du poids aussi parce que, en fait, ton bébé, il est grandi, quoi. Et sauf que ça, c'était hyper dur et ça a été hyper dur jusqu'à ce que j'arrête d'être sur scène. Et j'ai quand même, moi, dansé jusqu'à 5 mois et demi. Et et j'ai eu des gros contrats à l'Opéra de Paris et tout. Je me suis retrouvée face à des miroirs, à des nanas qui étaient toutes, évidemment fines. Évidemment, elles étaient pas fines, elles étaient juste pas enceintes, en fait, tu vois. Et où, du coup, je me retrouvais dans des salles de répète avec des miroirs partout. Mais vraiment, c'était le sketch. Et je me dis, oh là là, mais je suis grosse, mais là, mais sous ma fesse, mais sous mon machin, mais j'ai plus de taille, mais je suis H. Et donc ça, j'en parlais à toutes mes copines. Je me disais, t'es pas grosse, t'es enceinte, oui. Et voilà. Et donc après, j'ai commencé. Et finalement, j'ai quasi pas pris de poids. Enfin, donc c'était vraiment. Mais j'avais envie de vivre ça sereinement. Et je pense que si j'avais su les chiffres, tu vois, c'est psychologique en fait. Je pense que si j'avais su les chiffres sur la balance, j'aurais pu vraiment tout contrôler, quoi. Et je voulais pas tout contrôler. C'est bien. C'était ça ma grosse parade. Mine de rien, c'est un poids que t'aurais peut-être jamais fait en temps normal aussi, donc ça fait peur quand ça s'écrit sur la balance aussi, quoi. Complètement, mais puis c'est déraisonné, quoi. Mais bien sûr, et puis tu vas t'acheter le moindre pantalon, tu vois que tu fais du L ou du XL, alors que t'as toujours fait un 34, mais tu te dis mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais je vais pas acheter du XL ou du XXL ou du machin. J'avais des copines qui me donnaient des vêtements de grossesse où je me disais mais je vais jamais rentrer là-dedans, c'est beaucoup trop grand.
En fait, évidemment que en fin de grossesse, je les ai mis, ces salopettes et ces combis pantalons, mais bien sûr. Mais au départ, j'étais là. Ça paraît gigantesque. Ça paraît gigantesque. Jamais. Mais oui, jamais tu n'imagines que tu vas rentrer là-dedans. Évidemment, tout le monde finit par rentrer là-dedans et c'est bien normal. Heureusement, ça veut dire que ton bébé va bien, qu'il grandit bien, mais Et que tu vas bien et aussi. que je vais bien. Ce que j'allais dire. On a parlé là de la séance de la préparation par rapport à la peur de la douleur. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment ça s'est passé ton suivi en maison de naissance au niveau des consultations et au niveau du coup des prépas qui arrivent en général autour du 7e mois? Est-ce qu'il y a eu justement dans ces consultations et dans ces séances de préparation à l'accouchement, est-ce qu'il y a eu des suivis particuliers propres à l'endométriose ou est-ce que, comme tu le disais tout à l'heure, finalement, tu as eu un parcours assez classique, que ce soit au niveau des consultations ou des séances de préparation à l'accouchement? Non, j'ai eu un parcours classique. Il n'y a pas eu plus ou moins de préparation que ça. Ça est tout à fait. Il n'y a pas eu des séances dédiées, il n'y a pas eu d'auscultation particulière Non. aux consultations, Absolument pas. pas d'examen supplémentaire, Non. quoi. Donc vraiment, on était sur la consultation mensuelle, Classique. mesure utérine, Ah oui, comment tu vas, oui. Rien et de. les préparations. Oui. Ok. Oui, totalement classique. Après, moi. Même au niveau des échographies? Oui. Ok. Ah oui. Et je me posais une question, parce qu'en maison de naissance, dans les préparations, on parle aussi de l'après. Ouais. Et par rapport à ta maladie, vous aviez évoqué l'après et la possibilité du retour de couche ou de... Est-ce que tu savais si ça faisait évoluer la maladie ou pas, les grossesses et l'après? Alors, ce que je sais, c'est que normalement, quand tu es enceinte, ça met en stand-by la maladie. Ok. Tu n'as plus, en tout cas, de douleur d'endométriose pendant que tu es enceinte. Je sais, encore une fois, parce que je suis certaines endo-girls que il y a un petit dilemme là-dessus. Les médecins disent que potentiellement, après ta première grossesse, tu n'as plus d'endométriose. Ça, je pense que c'est pas vrai. Ça ne disparaît pas comme ça. Enfin, je crois pas, en tout cas. Et je sais aussi par des témoignages que tu peux avoir une endométriose qui a pu être maîtrisée de manière naturelle, une première grossesse où tout se passe bien, et justement après, en postpartum et au retour de couche, de nouveau, des douleurs, en tout cas d'endométriose. Alors après, est-ce que des lésions nouvelles d'endométriose, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, des douleurs et parfois même un retour à un traitement hormonal pour combler ces douleurs parce que t'as mal et en plus t'as un petit loulou, tu vois, Oui. dont tu dois t'occuper. Et Bien sûr. quand t'es en crise, tu ne peux clairement t'occuper de personne à part de toi. Donc, du coup, se dire, je reprends un traitement hormonal pour combler tout ça. Donc, on n'en a pas spécialement évoqué. Pour l'instant, je suis à 7 mois de postpartum et je vais pas mal de nouveau. J'ai parfois des petits semblants de douleurs qui reviennent, mais parce que je pense que je suis plus autant rigoureuse et sur le fait de prendre soin de moi et sur mes petits gris-gris d'endo-girl parce que Oui, on de la sait très bien fatigue que, aussi, voilà, la enfin, fatigue, beaucoup de le choses. stress, Ouais. parce qu'aujourd'hui on sait que le stress oxydatif contribue fortement aux douleurs, non pas aux lésions mais aux douleurs quotidiennes. L'alimentation, voilà, j'ai clairement beaucoup moins le temps de me cuisiner mes petits trucs qui me font du bien que quand j'étais toute seule et tout ça. Mais voilà, ça c'est rien qui soit gravé dans le marbre et que je ne puisse pas modifier et faire bouger évoluer quoi, dans le et temps. faire évoluer. Et voilà, c'est encore une fois un équilibre à trouver entre ce chamboulement de la maternité et ça et ce quotidien de girl. Donc, mais par contre, je suis suffisamment préparée maintenant et expérimentée pour analyser ces petits moments où je me dis, ah, là mon corps il est en train de me dire un truc. Là, je ressens une petite douleur comme en état de crise et donc attention. On ralentit quoi. Voilà, on ralentit, on reprend On ces petits focus. gris et on se focus là-dessus quoi. Et je me demandais, est-ce que t'allaites toujours? Oui. Et du coup, c'est compatible, ton petit protocole est compatible avec l'allaitement? Oui, parce Donc que ça- c'est que du naturel. Oui. Du Mais coup, par exemple, il y a des huiles essentielles parfois dans le naturel Ouais, aussi, oui, c'est oui. pas forcément compatible. Oui. Donc là, c'est que des choses qui sont compatibles. Oui. Ok. Et puis en tout cas, dans lequel je suis alerte, mais du coup, comme j'ai beaucoup un mal, Oui. enfin voilà, ça Oui. va de pair quoi. Du coup,
C'est chouette d'entendre que tout ça peut vivre Mm. de manière saine, sereine, Ouais. comme tu dis, aussi adaptative, Mm. selon justement l'évolution de certaines choses. Et du coup, après tout ça, est-ce que tu te sentais prête, après toutes ces préparations, cet accompagnement aussi avec ta naturopathe, tous tes petits gris-gris, et Mm. cette arrivée peut-être un peu plus précoce que ce que tu avais imaginé, est-ce que tu te sentais prête à venir accoucher à Doumbéya? Bah oui. Après, je pense que on n'est jamais prête, 100%. Je me souviens très bien de ce fameux mercredi où j'ai été aussi suivie et accompagnée par une doula, et où je me souviens de ce fameux mercredi, une semaine avant ma date de terme, où je fonds en larmes et je dis à ma doula, je suis pas du tout prête, ça va pas du tout, on n'est pas prêt du tout. Et en fait, quelques heures après, je perdais les os et j'ai accouché le lendemain. Donc, je dirais on est jamais prête, mais oui, oui. Oui, oui, je me sentais prête et en fait, je trouve que ces préparations à l'accouchement en maison de naissance dont on parle, qui donc sont assez régulières, enfin les derniers mois, je sais pas, moi j'ai fait mes premières préparations à 6 mois, donc je crois que c'est tout juste la limite, mais Oui. du coup, en fait, ça qui te prépare. Finalement, c'est Ouais. cette préparation-là et c'est ce cheminement-là et c'est pour ça que je pense que ça prend aussi du temps. C'est pour ça qu'il faut bien 9 mois pour se préparer à déjà construire la vie, mais à toi mentalement te préparer à avoir un bébé. Et oui, oui, c'est ces préparations-là qui m'ont fait me sentir prête en fait et me sentir pas prête, mais suffisamment en confiance. Parce que je pense Oui. que voilà, on n'est jamais prêt. Mais par contre, moi, j'étais confiante sur ok, ça peut arriver, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon instinct. Et il y a cette puissance, et c'est moi ce qui me semble hyper précieux en maison de naissance, c'est ça. C'est qu'en fait, on te donne juste la confiance et la puissance que, en fait, tu peux le faire. C'est juste ça pour moi. Et c'est ce qui est magique. Et j'aimerais que toutes les femmes, même si après tu veux ta péridurale ou tu veux accoucher à la maternité, pour moi, la préparation en maison de naissance, elle est cadeau et tout le monde devrait avoir accès à ça, à cette confiance-là qu'on te donne, en Oui, fait. oui. Après, si tu Quelle choisis, que soit l'issue. oui, quelle que soit l'issue, mais et puis ce temps-là qu'on t'accorde, cette préparation, cette confiance, le fait d'être en capacité, en fait, d'analyser tout ce qui peut se passer, tout à l'instant T, à l'heure, à la minute près, toutes les bons petits hormones qui sont libérés en fonction de l'évolution de tes contractions, l'analyse de tes contractions. Enfin, moi, j'ai découvert et je sais encore vous dire comment étaient mes contractions. Parce que justement, je me souviens de cette préparation sur justement les contractions où, oui, on a l'image de la vague et en haut de la vague et voilà, et donc ça démarre, les petites vagues. Moi, je sais que j'avais une grande vague de douleur, une petite vague et un moment de respiration. Je sais encore vous le dire, mais ça, j'aurais été incapable d'imaginer ce qu'est une contraction avant cette préparation à Doumbéya, en fait, et en maison de naissance en globalité, quoi. Mais Oui, bien sûr. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui serait, comme tu dis, en fait, bénéfique, quel que soit le type d'accouchement, que ça puisse bénéficier à tout le monde, en effet. ouais. Juste une parenthèse, tu viens de me dire que tu avais une doula. À partir Oui. de quand est-ce qu'elle t'a suivi? Bah quasiment au moment où j'ai ouais 6 mois je crois j'étais on a Ok. fait un Donc premier ça faisait rendez-vous à partie 5 du mois parallèle ouais. de Doumbéya. Ok. En fait, j'ai une amie d'ici là qui elle avait voulu accoucher à Doumbéya, qui pour des raisons de santé n'a pas pu et l'a su très très vite, et qui par contre a souhaité se faire accompagner par une doula. Et donc quand j'ai parlé euh, voilà, en textotant là, quand je lui ai dit ben voilà je suis enceinte, bah je me suis renseignée sur Doumbéya, waouh génial, trop bien et tout, et elle a senti, elle m'a dit mais moi j'ai une doula. Et là c'est pareil, je vous ai parlé de mes planètes qui s'étaient alignées sur Doumbéya, et là j'ai une copine qui me dit bah j'ai une doula. Je savais ce qu'était une doula, mais jamais j'aurais imaginé parce que c'est un peu je pense que les doulas ça se recommande aussi, quoi, tu vois, c'est pas, tu tapes pas de doula sur internet. Enfin moi je pense que j'aurais pas fait ça. Et donc cette copine que je connais bien qui me dit bah j'ai une doula, elle est géniale, je te passe ses coordonnées,
Je me dis, waouh! C'était écrit. C'était écrit. Non, mais bien sûr, c'était écrit. Et donc après, j'ai rencontré, évidemment, ta doula, c'est une question de feeling aussi. Et j'ai rencontré donc Élise, qui est notre doula et qui me suit encore maintenant et que j'adore. Et oui, oui. Et après, c'est devenu une évidence, quoi. Et je pense que moi, c'est un luxe qu'on a eu d'avoir et la maison de naissance et la doula. Et pour moi, c'est pareil, ça devrait pas être un luxe, en fait. Pour moi, c'est hyper complémentaire. Moi, ça a été mon binôme gagnant, quoi. Et on en parle encore avec mon compagnon. Ouais, la doula maison de naissance, ça peut que fonctionner, quoi. Pour nous, c'est vraiment... Ah oui, c'est 2 chevals de course, on était sûr de gagner, quoi. Enfin, après réflexion, hein, parce qu'au début, mais après réflexion, c'est oui, ça a été. Ouais, avec le recul. Ah oui, ça a été. Oui, révélateur, magique, et c'est ce qui fait que moi, j'ai vraiment pas aimé être enceinte, mais j'ai adoré accoucher. Et je pense que cette adoration de l'accouchement c'est entièrement lié à la doula et la maison de naissance. J'en suis sûre. C'est rigolo que tu dises juste ça tout à l'heure, alors que c'est tellement énorme au final, et en même temps juste ça. Enfin, c'est toute l'ambivalence justement de ce genre de suivi à la fois simple et à la fois ça fait tout, quoi. Et du coup, maintenant que t'avais eu ton petit coup de panique d'avoir peur d'accoucher et en même temps que t'as fait le combo gagnant, est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé l'accouchement? Eh ben, ça s'est passé très bien. C'est passé vite pour le coup. J'ai trouvé, enfin vite. Je dis ça maintenant, mais évidemment, quand t'es dedans, t'as l'impression que c'est long, et tout s'est bien passé. Je pense qu'il y a aussi dans l'accouchement, on n'en parle pas assez, mais il y a un facteur chance qui est quand même énorme. Moi, j'ai perdu les os à 1h30. Mon travail, je pense, s'est mis en place 5 minutes après que j'avais perdu les os. J'ai juste eu le temps de me tresser les cheveux et c'était parti. J'avais les contractions. Et à 12h46, ma fille est née, quoi. Et après, j'ai le sentiment de m'être dit, je me souviens que en préparation à la douleur, avec les sages-femmes à la maison de naissance, et après pour en avoir parlé avec notre doula, et c'est en ça où je trouve que l'accompagnement est hyper personnalisé, c'est que donc nous on est artistes tous les deux avec mon compagnon. Mon compagnon est chanteur, musicien. Moi, je suis danseuse, comédienne, mais donc on a quand même un rapport à la musique qui est important dans notre métier. Et en fait, je me souviens de la sage-femme qui avait parlé des contractions comme en fait une partition de musique à suivre. Et ma doula avait fait exactement le même parallèle. En fait, c'est le bébé qui va donner le rythme du coup de la musique, et c'est toi qui vas suivre. C'est pas toi le chef d'orchestre de la contraction, c'est le bébé qui décide, et donc t'es là dans cet accompagnement. Et je me souviens que ça, c'est des moments marquants où en fait, une fois que le travail a commencé et que les contractions, c'est analyser le rythme de la musique. Est-ce que c'est une valse? Est-ce que c'est pas une valse? Est-ce que c'est un tango? Est-ce que c'est pas un tango? Et je sais encore vous dire le rythme de mes contractions, donc c'est à quel point ça m'a quand même marqué. Et je me suis sentie vraiment, je me souviens, je perds les os, et après je me vois me recoucher et dire à mon bébé, bon bah vas-y, maintenant je t'écoute, quoi. C'est toi qui donnes le rythme et moi je vais te suivre. Mais je trouve que ça c'est tellement magique, en fait, de pouvoir être là-dedans, de tout suivre, tout sentir, et d'être à l'écoute de ce que lui décide, quoi. Et après, donc tout mon travail à la maison, avec une folle envie de me recoucher dans mon lit. Donc, on s'est vraiment recouché avec mon compagnon. Et puis, donc, il a écrit, comme c'était à 1h du matin, pas réveillé tout de suite les sages-femmes. Il a écrit, en fait, à notre doula, qui avait un peu senti, je sais pas, avec son pouvoir de doula, qui avait senti que c'était le bon moment. Et donc, qui veillait. Et donc, quand il lui a écrit, et donc ça, c'est drôle, on a un groupe, du coup, WhatsApp avec mon compagnon, ma doula, et moi, et donc j'ai découvert les messages évidemment bien après. Je n'ai pas regardé mon portable au moment où le travail a démarré. Et donc ils se sont écrits, et je sais que notre doula a répondu tout de suite. Oui, bah ok, je suis là, je veille. On se recontacte dans, je sais plus, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et elle a débarqué donc à la maison parce qu'on avait décidé, on avait envie qu'elle soit présente pour ce. Voilà. Après ça, chaque couple
décide si la doula accompagne avant, pendant, après. Voilà, nous, on avait eu l'avant, on voulait le pendant et on a maintenant l'après. Et en fait, elle est venue à la maison très tôt, en accord avec mon compagnon. Et c'est drôle parce qu'elle nous avait dit qu'en fait, oui, potentiellement, elle serait plus là pour accompagner le coparent plutôt que la maman. Et c'est vrai, en fait, moi, j'étais dans mon truc. Moi, j'ai pas prononcé un mot entre le moment où j'ai perdu les os et le moment où ma fille est sortie. J'ai arrêté de parler, donc mon compagnon m'a dit après, c'était hyper déstabilisant. Et je ne pensais pas du tout être ce genre de femme. Je pensais être ce genre de femme qui insulte tout le monde. Et j'avais dit à mon compagnon, je te préviens, moi, je pense que je vais insulter tout le monde. Je pense que je vais t'insulter. Bon, par contre, on est d'accord, ce qui se passe à l'accouchement reste à l'accouchement. C'est la règle. Et en fait, pas du tout. Donc, mon compagnon s'était préparé à ce que je l'insulte et tout. Il s'était un peu blindé. Et en fait, je n'ai pas dit un mot. Et donc, il raconte que, ouais, c'était hyper troublant. Que du coup, quand ma doula est arrivée, il était un peu, je sais pas, elle parle pas, est-ce que tout va bien? Voilà. Et donc, ma doula, qui, pareil, me regarde, qui, du coup, nous connaît vachement bien, en fait, parce qu'on s'est vus une fois par semaine, une ou 2 fois par semaine, je me souviens plus bien, de 6 mois jusqu'à l'accouchement. Donc, en fait, vraiment, elle me connaît intimement, quoi. Et donc, qui me regarde et qui rassure mon compagnon, oui, tout va bien, t'inquiète, elle fait son truc, tout va bien. Et qui, du coup, a donné des petits conseils de, bon, est-ce que la voiture est prête? Est-ce que t'as contacté Doumaya? Que t'ont dit les sages-femmes? Blablabla. Là, c'est peut-être le moment de lui faire prendre en main ou de la mettre dans la douche. Ou est-ce que, là, peut-être que tu peux commencer à préparer tous les bons petits plats ou les petits encas, tu vois, pour, avant de partir à la maison de naissance. Et puis voilà, après ce trajet en voiture épique, parce qu'on ne parle pas assez des trajets en voiture. Et moi, j'habite pas loin de la maison de naissance, mais nous, on avait voulu être des parents prévoyants. Donc, on avait déjà installé le siège auto dans la voiture, parce qu'on s'est dit, oh là là, comme à peu près tous les équipements de grossesse, il faut avoir fait un maths sup, maths spé pour monter les équipements de grossesse. Donc, là, j'avais dit, attends, c'est pas en sortant de la maison de naissance avec notre petit bébé dans les bras qu'il va falloir installer le siège auto. Donc, on installe le siège auto. Donc, ça nous avait déjà pris une demi-journée pour installer le siège auto dans la voiture, jusqu'à ce que, non, en fait, impossible de s'asseoir dans la voiture. Je sais pas qu'au fond, impossible de s'asseoir. Donc, nous a dit, non, on a un grand van, un grand truc là avec plein de place là. Et donc, ma doula a dit, peut-être qu'on va enlever le siège auto et comme ça, elle va pouvoir s'allonger ou se mettre à 4 pattes. Ou effectivement, j'ai fait le trajet à 4 pattes sur les sièges arrière. Ma doula, je sais pas si je devrais le dire d'ailleurs, parce qu'en termes de sécurité routière, on n'était pas au taquet. Mais ma doula qui me tenait, parce qu'évidemment, tu ne peux pas t'attacher. Enfin, je sais pas comment. Voilà, ma doula qui me tenait et mon compagnon qui me conduisait prudemment, mais qui conduisait quand même, quoi. Et donc, ce petit trajet jusqu'à la maison de naissance. Et là, j'ai senti la première poussée. Et évidemment, je me suis dit, dans le feu de l'action, je me suis dit, oh, là, si ça pousse, enfin, si ça commence à pousser, elle va sortir, je vais accoucher dans la voiture. Comme si une seule poussée suffisait pour sortir un bébé. Maintenant, je sais que, en tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, non, la voiture, c'est pas du tout OK pour accoucher. Il était quelle heure à ce moment-là? Je sais pas à peu près, mais je crois qu'on est arrivé à la maison de naissance à 9h. Ok. Début de matinée, donc j'avais eu cette première poussée dans la voiture, donc il était autour de ça. Et là, je me souviens avoir retenu le truc, comme dire, oh là là, non, c'est pas du tout, je veux pas accoucher dans la voiture. Après, j'arrive donc à la maison de naissance, et là, je pense en fait que c'est cette poussée que j'ai du coup un peu réfrénée du coup un peu freiné la descente et j'arrive à la maison de naissance en pensant après avoir eu cette première poussée, c'est bon, ça va réenchaîner. En fait, pas du tout. Je pense que le petit bébé à l'intérieur il s'est dit, oh là là, ça va pas être bien prêt là, donc je vais attendre un peu. Et là, là, je me suis dit, oh là là, mais non, je sens plus, quoi. Je sens plus que je sens plus que ça avance et tout. Donc, évidemment, un petit moment de doute où je dis, et je me confie, là, ma doula qui était là, mais surtout aux sages-femmes en leur disant, je doute. Et je me souviens de ma sage-femme qui me dit, mais tu sais, Clémence, c'est long, en fait, de donner la vie. Ça se fait pas comme ça, donc c'est normal, quoi. Et donc, voilà, j'étais repartie après. Et en fait, moi, l'endroit le plus sécuritaire pour moi, et encore une fois, je n'aurais jamais imaginé ça avant de le vivre, c'était les toilettes.
je me sentais tellement en sécurité dans les toilettes. Déjà, chez moi, j'avais, entre mon lit et les toilettes, mais voilà. Et à la maison de naissance, je me souviens, il y a eu ce petit frein, du coup, après la première poussée, là, où je me commençais un peu recoucher et tout. Et puis après, j'ai dit à mon compagnon, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Non, j'ai pas du tout dit ça. Je me suis dit dans ma tête, j'ai besoin d'aller aux toilettes parce que je n'ai pas parlé. Je suis allée aux toilettes et j'ai fini mon travail. Et je me souviens, le truc magique, et ça, je le raconte toujours, c'est que j'ai senti les premières poussées. J'étais dans les toilettes. J'avais juste eu le temps de faire un pas, en fait, entre vraiment les toilettes, la cuvette des toilettes et sortie des toilettes. Et je me souviens que la sage-femme m'a dit, c'est OK, Clémence, pour toi, les toilettes, là, tu sais, si tu veux, tu peux avancer un peu. Et genre là, je fais le long de la tête et je la revois et se faufiler, mais elle m'a à peine touchée, alors que les toilettes, c'est quand même un espace très petit. J'étais là avec mon compagnon, la doula, Un un ventre peu de femme un enceinte. ventre de femme enceinte, tout le poids que ça, voilà, et complètement agrippée à mon compagnon et à la doula, et je revois la sage-femme. Je vois pas, mais je sens la sage-femme se faxer, se faufiler derrière moi et s'asseoir entre le micro-espace des toilettes et de l'unique pas que j'avais fait. Et quand je raconte ça, je me dis, mais c'est génial, en fait, parce que elle s'est pas posé la question de se demander si ça allait être facile pour elle. Elle s'en fiche de savoir si c'est facile pour elle. Juste, elle m'a demandé si pour moi c'était OK que ça soit là. J'ai répondu oui, et elle s'est débrouillée. En fait, je l'ai à peine vue, elle m'a pas touchée, elle m'a pas poussée, elle a pas... c'est comme Harry Potter, là, quand il passe. Non, mais si, non, mais vraiment, et je me suis dit, ouais, c'est génial. Et effectivement, après, j'ai eu la force de faire quelques pas, non pas parce qu'elle me l'a demandé, mais parce que j'ai avancé, quoi. J'ai eu cet instinct-là. Et j'ai fini, oui, par accoucher, voilà, accroupie. Et j'ai cette image de tout juste sortie de la porte des toilettes, quoi. Donc, tout juste sortie des toilettes, avec mon compagnon qui était face à moi, la doula, les sages-femmes et moi debout, enfin, les mains sur les jambes, à pousser comme ça, à rester vraiment un long moment là-dessus. Et en fait, ouais, ma fille qui est née comme ça, rattrapée par les sages-femmes, et après, ouais, cette délivrance, quoi, ce truc de, ah, elle est là, enfin. Je savais pas que c'était une fille ou un garçon, d'ailleurs, donc c'est pas la première chose qu'on a regardé tout de suite, d'ailleurs. Mais oui, oui, ce truc de, enfin, quand j'y repense, on en reparle quasiment une fois par semaine avec mon compagnon de cet accouchement, et je sais que ne serait-ce que lui assis face à moi, je revois cette image et lui, il me parle, il me dit, waouh, c'était lui qui avait peur du sang, qui m'a dit, oh, moi, je suis pas sûre de rester là, le sang et tout, et qui en fait, je lui ai dit après, quelques minutes après, quelques heures après, je lui ai dit, mais dis donc, t'as tout regardé, et il m'a dit, mais c'était juste fabuleux, quoi. C'est dingue, c'est une expérience qui est unique et qui est tellement forte. Et puis il me dit, mais t'es resté tellement longtemps, et puis ça, tu poussais, t'étais dans ton truc, et voilà. Et donc j'ai toujours cette image féerique et idyllique de l'accouchement, en fait, où voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications, enfin voilà, le combo gagnant, tout était là, quoi, tout était là, et c'était fou. Je serais presque prête à accoucher à nouveau, quoi. Tellement, je trouve ça fabuleux. Et pourtant, j'ai vraiment pas aimé être enceinte. Et l'accouchement, l'expérience de l'accouchement est vraiment folle, quoi. C'est transcendantal. Ah ouais. C'est fou. C'est fou. Et dans tout ça, tu nous expliques du coup que ta doula discute avec ton conjoint, il conduit comme il peut avec ce qui se passe à l'arrière. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce qu'il a fait lui à côté, si t'en es consciente, parce que parfois c'est pas trop ce qui s'est passé aussi à côté, et de comment il t'a soutenu tout le long, et de ce qu'il t'a proposé, offert, comment il était là pour toi? Je pense qu'il a été, on a été peut-être un peu désarçonnés, parce que, en fait, je savais, enfin, j'avais une image de celle que je pouvais être. Je me suis beaucoup questionnée. On avait beaucoup parlé avant de, j'ai besoin que tu sois avec moi, parce que justement, dans ce que je disais tout à l'heure, où, par rapport au choix de la maison de naissance, où il m'a dit, c'est toi qui vas accoucher, donc je suis,
et où moi, du coup, j'avais envie que, bah non, en fait, tu sois pas suiveur, que tu sois accompagnant et pas juste, bah, ok, tu décides, tu fais, moi, je suis là, mais voilà. Donc, j'avais un peu peur de ça, j'appréhendais. Et donc, on avait plusieurs fois évoqué ça, le fait que j'avais juste pas envie qu'ils suivent, mais qu'ils soient acteurs et moteurs de tout ça. Et donc, ce à quoi il avait répondu, oui, oui, bah, oui, oui, je vais t'aider, je vais être là, je vais être moteur, je vais. Et où en fait, bah, comme j'ai pas dit un mot, j'ai exprimé aucun besoin et que j'ai rien dit, bah, plusieurs fois, il s'est dit, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'apporte quelque chose? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis pas là? Est-ce que je vais me recoucher? Est-ce que je vais pas me recoucher? Est-ce que je crois bien que je lui ai dit à un moment, j'ai été sur les toilettes au tout début dans mon travail et qu'il était avec moi. Si, il m'a apporté un petit chauffage dans les toilettes et tout. Il m'a fait couler un bain, il a fait une douche, tout ça, oui. Mais je le revois à un moment où j'étais aux toilettes et où il reste assis à mes pieds, quoi. Et où à un moment, je crois que je lui ai dit, mais va te recoucher. Ça revient, mais tu vas pas rester là. Attends, va dormir, va prendre des forces. Et puis moi, t'inquiète, je fais mon truc et je vais venir et voilà, tout va bien. Mais et c'est pareil après là en postpartum où au départ, j'avais dit. Bah, moi, j'allaite et toi, quand bébé pleure, tu viens et tu me l'amènes et j'allaite et tu vas le reboucher. Et puis, en fait, je me suis dit, mais non, dors, toi, dors, pour au moins qu'il y en ait un qui dorme. Et par contre, le matin, si tu peux la prendre et que moi, je dorme, et voilà. Et là, pour l'accouchement, je lui ai dit pareil. Je lui ai dit, mais non, mais reste pas accroupi aux toilettes, là, à m'attendre, à me regarder. Non, vas-y, va te recoucher. Et puis voilà. Donc après, il était là. Le petit chauffage, le bain. Je me souviens qu'on a une baignoire gigantesque et que évidemment, je prends jamais de bain. Et la seule fois où je veux prendre un bain, je sais pas, il y a pas d'eau chaude en fait. Enfin, il y a de l'eau chaude, mais Évidemment. il y a pas d'eau chaude. Il est 4 heures du mat. C'est censé être les heures creuses, je sais pas quoi. 4 heures du mat, personne prend sa douche. Donc on a mis les heures creuses, donc il y a pas d'eau chaude qui vient. J'étais encore à un moment, je me dis ah bah oui, je prendrais bien un bain. Puis en fait, tu fais couler le bain, t'as une baignoire gigantesque. En fait, t'as pas d'eau chaude, t'as hyper froid. Donc je dis bah non, mais le bain, non, le bain ça marche pas. Et donc je sais et ça je l'ai su après qu'en fait il est sorti et il est parti trafiquer le compteur. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a mis la marche forcée et donc après j'ai pu pas prendre ma main et prendre une douche et l'eau était vraiment bien chaude quoi. Donc je sais qu'il a fait tout ça et puis préparer les petits snacks aussi, préparer la voiture et tout ça c'est et en plus avec la doula qui était là, j'ai vaguement oui, je sais qu'ils parlaient entre eux mais tout doucement puis j'entendais des petits trucs mais moi j'étais concentrée, j'entendais les petits trucs. Si je crois que le matin ils ont appelé la maison de naissance et elles ont dit bon bah ok bah super pas dans les 5 minutes mais voilà attends encore un peu et tout comment elle est voilà c'est normal quoi peut-être pas prête et tout ça et donc j'étais sortie moi de la douche et je les revois bon bah tu vas retourner dans la douche. Donc, je retourne dans la douche, je fais ce qu'on me dit bah t'es méchant, je retourne dans la douche mais je crois me souvenir et me dire ah là, il y a peut-être un truc. Je suis sortie de la douche pensant peut-être que j'allais y aller. Puis finalement, je rentre dans la douche. Donc, c'est qu'à mon avis, il y a un truc qui est pas prêt dans le, peut-être la voiture était pas prête, les petits, je sais pas, mais, et donc voilà. Et je sais qu'il a été, lui, soutenant là-dessus. Puis après, il m'a soutenu, littéralement, mot pour mot. J'étais agrippée à lui, pendant beaucoup des poussées à Madoula, à lui, ils se sont relayés aussi. C'est un luxe parce que du coup, tous les deux, ils se sont relayés aussi là-dedans. Parce que, oui, une femme enceinte, parfois éreintant pour le coparent qui contracte, qui pousse, qui émet des cris, des sons, et voilà. Et donc, d'avoir ce relais-là, tant pour la doula que pour lui, ça a été aussi bénéfique, quoi. C'était un peu se relayer et puis à gérer tous les trucs pratiques. Je sais qu'il y a eu un accouchement juste à côté. Il m'a raconté qu'après, il avait parlé aux parents et tout. Ils étaient, je dis, t'as su tout ça? Bah oui, pendant que toi, t'étais focus et que après, oui, j'ai pu. J'ai allé explorer. J'ai pu aller explorer, j'ai pu aller te préparer une petite grenadine. Donc évidemment, moi, j'ai parlé à des gens. Normal, il est pas dans son truc, mais ouais, du coup, il avait mis en place tout ça. Puis moi, je lui avais dit les trucs pratiques là. Je vais m'enlever ça de la tête. Donc c'est toi qui gères évidemment tout ça. Moi, je veux pas gérer le temps, l'heure, le machin. Tout ça, c'est toi qui l'as géré. Donc il avait cette mission-là qu'il a
prise à bras le corps et qui a bien réussi. Et quand j'ai pu, moi, en fait, être focus sur ça, quoi, sur l'accouchement et sur la musique de mes contractions. Trop bien. Tout à l'heure, tu nous parlais notamment des comparaisons entre les douleurs d'endométriose et les douleurs de contraction. Est-ce que tu penses que ce que tu avais pu vivre avec ton endométriose et peut-être la force mentale que ça t'avait apporté ou tout ce que ça a pu apporter autour de la gestion de la douleur ou ce genre de choses, est-ce que ça a modifié ta perception ou la gestion que tu as pu avoir des douleurs pendant l'accouchement ou est-ce que tu penses que ça a pas spécialement influencé ce genre de choses? Alors, je pense que, encore une fois, une des préparations à l'accouchement en maison de naissance, on fait la différence entre douleur et souffrance. Oui. Et je pense que quand on a des crises d'endométriose, on souffre. Oui. Et quand on accouche, on a des douleurs. Et ça, moi, cette différence-là, je l'avais pas. Oui. Donc, je m'étais vraiment préparée quand j'imaginais mon accouchement et voilà, les moments du travail. Je m'étais préparée comme à une crise d'endométriose. Ouais. Et donc une souffrance qui est vraiment terrible et que tu peux pas gérer. En fait, il y a vraiment dans une souffrance, tu ne peux pas décemment gérer ça. Enfin, c'est impossible, quoi. Tu subis le truc et surtout que dans une crise d'endométriose, tu sais pas combien de temps ça dure, tu sais pas quand est-ce que ça va venir ou pas venir, tu sais pas la puissance. Des fois, tu as des petites crises. Des petites crises avec plein de guillemets, hein, évidemment, mais des petites crises que tu vas arriver à gérer, qui font mal, mais qui sont pas. Et puis, à l'inverse, t'as le truc de malade où t'es assis sur le carrelage de ta salle de bain, allongé, et où tu peux plus parler, plus bouger, plus respirer, et où rien ne... Enfin, c'est pas rationnel, en fait, cette souffrance-là pendant les crises. Et donc, il a aussi fallu, pour le coup, déconstruire ça et avoir effectivement cette différence entre souffrance et douleur, entre c'est des douleurs qui te rapprochent de ton bébé et pas c'est une souffrance que t'as, tu sais pas pourquoi tu l'as et combien de temps ça dure et tout ça. Donc, pour le coup, oui, moi, je m'étais préparée un peu, comme je disais, en mode guerrière. Ok, je vais y aller avec toute ma force et tout mon courage pour survivre à ça. Tout comme je le fais quand j'ai une crise d'endométriose. Et en fait, non. En fait, c'est pas du tout ça, la gestion de la douleur dans l'accouchement. Et c'est au contraire arriver à lâcher prise et à pas contracter, quoi. Ouais. Donc, évidemment qu'après, quand t'es en crise d'endométriose, t'apprends à pas être en contraction. T'as aussi des petits gris-gris, des petites respirations, tout ça et tout. Mais t'as quand même cette notion-là qui est hyper importante et que moi, j'ai réussi, grâce à cette préparation de Maya, à me dire « Ah, mais en fait, ça va pas être la même chose. » C'est-à-dire que je vais pas avoir besoin d'être en lutte contre mon corps, mais qu'au contraire, je vais accepter en fait ce qui se passe parce que il y a un objectif à ça. Alors que quand tu as une crise d'endométriose, il n'y a pas d'objectif. Ouais. Enfin, il n'y a pas d'objectif à avoir une crise d'endométriose. Juste souffrir. Juste souffrir parce que tu as mangé un truc qu'il fallait pas. Enfin, à un moment, c'était ça en fait. Hein, en fonction de ta journée, de ton angoisse, de ton stress, de ce que tu as mangé, du repas de famille où tu as voulu te faire plaisir. En fait, le plaisir, tu le payes tellement plus cher après et où tu te dis, ok, pour manger ce que j'ai mangé, oui, je me suis fait plaisir, mais j'ai tellement mal que non, la prochaine fois, je me ferai pas plaisir. Alors, l'accouchement, c'est pas du tout ça, en fait. Oui. Donc, et par contre, je pense que maintenant, et ça, l'avenir nous dira, j'espère pas que l'avenir nous dira, mais je pense que maintenant, je serais peut-être plus équipée à cette gestion et peut-être en tout cas à se lâcher prise. Si jamais j'avais une crise d'endométriose maintenant, peut-être que j'aurais une nouvelle image et une nouvelle approche et une nouvelle version de comment gérer la crise. Due à l'accouchement, du coup. Donc, à l'inverse, pour le coup, je pense que cette fois, c'est vraiment l'accouchement qui peut et a pu et pourra peut-être m'aider à gérer, à appréhender en tout cas mieux une crise d'endométriose, quoi. Ça a augmenté ta trousse à outils, quoi. Ouais, exactement. Ouais, complètement. Actuellement, du coup, tu disais ne pas avoir eu de crise, en tout cas handicapante et aussi forte que ce que tu pouvais décrire à certains moments avant la grossesse. Est-ce que tu sais si c'est lié à notamment possiblement
le fait que t'aies pas de retour de couche peut-être encore, Mhm. ou l'allaitement, ou est-ce que tu as des pistes autour de ça, ou c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas encore connu ou exploré? Ouais, j'ai pas du tout de piste là-dessus. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout à quoi ça peut être lié. Est-ce que effectivement c'est le fait d'allaiter encore? Est-ce que c'est le fait que j'ai pas eu de retour de couche? Après, avant d'être enceinte, j'avais déjà réussi à gérer la maladie, donc j'avais Oui. déjà plus de crise en fait. Ok. Donc est-ce que c'est une continuité de ça? Est-ce que c'est parce que je suis enceinte et qu'il y a encore tous les hormones qui sont présents et tout ça? Est-ce que l'allaitement, ça je sais pas du tout et je sais pas si je le saurai un jour. Le seul petit regret que j'ai, c'est qu'en fait, quand j'ai fait ma dernière IRM et mon dernier rendez-vous gynécologique, donc 1 an avant d'être enceinte, je crois, et donc 1 an après avoir arrêté tout ça, en fait, dans ma petite tête, je m'étais dit bon ben j'arrête. J'ai fait mon IRM, donc qui sera mon IRM test quoi, en fait, mon IRM 0. Et puis je fais le test de gérer la maladie de manière naturelle et j'avais envie 1 an après de refaire une IRM pour justement comparer. Et en fait, j'ai été enceinte. Donc, Oui. j'ai pas pu faire cette IRM là. Et je pense que, bah oui, j'en referai peut-être une là dans quelques temps. Mais est-ce qu'elle sera faussée parce que du coup, j'ai été enceinte et qu'on sait aujourd'hui que en étant enceinte, bah voilà, ça arrête en tout cas les douleurs et les maux et que la médecine, en tout cas, croit aujourd'hui que le fait d'être enceinte arrête l'endométriose. Est-ce que ça va fausser ça ou pas? En tout cas, j'aurais aimé. Ça va, c'est un petit regret, mais j'aurais aimé pouvoir avoir voilà ce test-là avant d'être enceinte, d'avoir fait donc mon IRM encore sous pilule, mon IRM 1 an après avoir arrêté la Oui. pilule, et du coup, donc ça c'est mon petit regret. Peut-être que ça aurait poussé l'analyse, mais pour l'instant, je sais pas ce qui fait que j'ai plus mal. Je pense que peut-être tout est un peu Oui, lié en c'est ce fait. que j'allais Encore une dire. fois. Ouais, Je c'est pense Tout est imbriqué. que tout est imbriqué, Ouais. que maintenant je suis aussi le fait d'avoir pu gérer ça de manière naturelle, je suis aussi beaucoup plus armée et j'ai tous mes petits outils pour ne pas en fait redéclencher de crise. Il y a effectivement le fait d'être enceinte, enfin d'avoir été enceinte, l'allaitement et tout ça, mais Oui, je me demandais du coup si t'en avais refait une non, post-accouchement. Pas encore. non, pas encore. Tout à l'heure, tu parlais notamment de tous les rendez-vous que tu as pu faire autour de l'endométriose auprès des professionnels médicaux. Et on se demandait si tu avais pu observer, parce que dans tout ça, tu nous as dit qu'il y avait parfois un manque de maîtrise de la maladie, ou un manque même, je trouve, d'analyse des URM, des IRM, ou un manque de mots, dans ce qu'on a pu comprendre aussi parfois. Et je me demandais quelle différence tu avais pu observer, ou en tout cas l'idée que tu as pu te faire avec toutes ces expériences, quelle différence tu as pu observer entre le suivi qui t'a été proposé en maison de naissance par rapport à ce que tu pouvais imaginer en milieu hospitalier si tu avais dû être suivi en milieu hospitalier, ou de ce que tes proches t'ont raconté? Qu'est-ce que tu as pu imaginer ou remarquer ou penser de ces deux possibilités? Je dirais que déjà, en fait, quand j'en ai parlé dans mon dossier aux sages-femmes, déjà tout le monde savait ce que c'était. Oui. J'ai pas été vue comme une pestiférée, genre ah, qu'est-ce que c'est, ou comme ah oui, encore une avec cette maladie à la mode, hein, parce qu'on on parle pas assez, mais Ouais, j'entends j'entends beaucoup ça. C'est fou. Ouais. Oui. Oui, ça fait partie des. D'accord, on en parle de plus en plus, il y a de plus en Ouais. plus de gens qui comprennent qu'ils l'ont, et du coup, il y a un peu cet effet où certains professionnels pensent que c'est un Oui. effet de mode, un peu comme l'intolérance au gluten, ou certaines Exactement. choses de ce type. J'entends bien, c'est quand on Et c'est fou, découvre du et coup. qu'on met des mots sur une Ouais. nouvelle maladie, enfin c'est pas une C'est nouvelle triste. maladie dans le sens, elle vient pas d'apparaître, mais on l'identifie, on la nomme, on la suit, on On la a soigne. enfin compris C'est fou de se dire du coup qu'on a cette puisse, considération ouais, c'est ça, parfois. que le corps médical puisse Mmh. considérer ça comme un effet de mode, alors que finalement c'est juste révélateur de quelque chose qui est Enfin commun compris, quoi. et Ouais. compris. Oui, c'est ça, et qui n'est plus tabou. Parce que Ouais. je Ouais, reste exactement. persuadée que, en fait, c'est hyper tabou et que, Ah, mais comme je pense tout un tas de pathologies. ah bah, et puis enfin, là, je pense qu'on parle d'un des sujets quand même les plus tabous, voilà, qui est l'accouchement et qui est les règles et le sang et la naissance, donner la naissance Ah oui. et voilà. Et donc, l'endométriose, ça en fait partie. Donc, oui, on a, malheureusement, encore, j'espère, plus, qu'on n'aura plus, mais on a encore ce truc de bah oui, c'est la maladie à la Je mode me parce rendais pas que compte à ce point. effectivement, en plus on a la chance, c'est une chance d'avoir
des personnalités publiques qui sont des comédiennes, Laetitia Milo, Enora Malagré, Laurie Pester, qui en sont atteintes et qui aujourd'hui portent haut et fort le quotidien de cette maladie et tout ça. Mais et donc là pour revenir à ça, moi quand je suis arrivée ici à Doumaïa, cas de l'endométriose, ok. Enfin, On n'en fait pas cas. on n'en fait pas cas et en même temps, on sait ce que c'est. En même temps, on sait. Et même pour la petite anecdote, je suis revenue après à Doumaïa en postpartum et je me souviens d'une des sages-femmes qui m'a dit ah là là, j'ai rencontré une nana à mon cabinet qui avait tous les symptômes de l'endométriose, tous les warnings. Elle me dit, mais moi, je l'ai vu à ma première consultation et il y avait tout qui clignotait dans le dossier. Donc, évidemment, c'était pas comme ça, mais il y avait tout qui clignotait et personne ne l'avait vu. Et je me souviens de cette sage-femme à Doumaïa qui m'a parlé de ça, donc voilà, qui savait évidemment bien l'endométriose et tout. Et elle me dit, mais je trouve ça fou qu'avant tout ça, personne ne l'ait vu, alors que moi, ça me semblait évident qu'il y avait une suspicion d'endométriose. Et je me dis, ah ouais, ok, waouh. Ouais. Alors que moi, j'ai mis des années avant qu'on me prenne au sérieux et à la fin, à cette fameuse IRM où on m'a dit oh mais ça va machin et tout. Je me souviens, elle m'a dit non mais je veux être sûre et je vais continuer. Je suis sûre que j'ai ça. Je suis sûre que j'ai de l'endométriose. Donc en fait, je vais continuer ma recherche et je vais de nouveau revoir un spécialiste et ça va de nouveau me prendre le temps qu'il faudra. Mais je veux être sûre et en tout cas, si c'est pas de l'endométriose à 99%, c'est qu'il y a quelque chose et qu'on doit trouver ce que c'est, quoi. Oui. Mais Heureusement que tu as cette persévérance parce que tout le monde ne l'aurait pas. Et c'est peut-être ce qui t'a sauvé aussi dans tout ça. Complètement. Et c'est ce que je dis quand on me parle de cette endométriose et tout, c'est déjà ne perdez pas le temps à aller voir le médecin, n'importe qui. En fait, vous allez perdre du temps, de l'argent et du stress et tout ce que ça implique. Allez voir des gens qui sont spécialisés là-dedans. Aujourd'hui, il y a des sites internet qui sont très bien, Endo France, Info Endométriose, qui répertorient par spécialité, par département, les médecins qui sont compétents là-dessus. Donc, allez sur ces sites. Renseignez-vous, faites-vous aussi, c'est malheureux, mais faites-vous enfin, moi, j'ai réussi à soigner la maladie avec Instagram, avec des comptes Instagram d'EndoGirl qui apportent leur expérience, qui sont maintenant professionnalisés là-dedans, la naturopathie et tout ça. Donc, et si vous êtes convaincu que, en fait, vous avez de l'endométriose et qu'il y a quelque chose, mais surtout, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, allez-y et foncez. Mais c'est un coût émotionnel et financier qui est énorme, quoi. Oui. Et donc là, d'arriver à Doumaïa et qu'on me dise, ouais, t'as de l'endométriose, pas super, mais oui, on sait ce que c'est, il n'y a pas de souci, et que finalement, on le prend en compte, mais que en plus, ça ne tourne pas autour de ça, quoi. Que la grossesse ne tourne pas autour de ça. Donc ça, c'était génial. Je peux pas dire, je peux pas. Tu connais pas. Je sais pas en fait ce qu'on m'aurait dit en maternité. Je peux pas dire parce que j'ai pas cette expérience-là. Mais t'as pas eu écho dans les gens qui tu suivais. Non, peut-être. J'ai pas eu écho et en tout cas, ça faisait du bien. Et finalement, cette endométriose, elle était complètement. Oui, on n'en faisait pas cas, en fait, dans ma grossesse. C'était anecdotique. C'était complètement anecdotique, quoi. Donc, est-ce que ça aurait été pareil en milieu hospitalier? Je sais pas. Je me permets juste une parenthèse parce que tu as dit un truc que je trouvais intéressant, qui est pas vraiment au sujet de l'endométriose, mais tu disais, Capucine, le fait d'avoir la persévérance, tu parlais d'un coût émotionnel, d'un coût financier, et en fait, ce que je trouve, t'as dit une phrase que je trouve aussi très intéressante, c'est, toi, t'étais convaincu à 99% que c'était ça, mais même si c'est pas ça, t'étais convaincu d'avoir quelque chose. Ouais. Et quand tu dis, tout le monde n'a pas cette persévérance, et parfois, on s'auto-diagnostique, on se dit que ça peut être ça, et l'utilité d'aller au bout, même quand on est quasi persuadé de ça, c'est que, comme tu dis, ce pourcentage qui reste, si un jour il s'avère que c'est peut-être pas ça, il est non négligeable aussi pour aller découvrir ce que c'est, parce que parfois on peut avoir tous les symptômes de quelque chose, en être assez convaincu, et souvent l'instinct est assez juste, mais dans le cas où c'est pas ça, c'est bien, comme tu dis aussi, de persévérer un peu, ou en tout cas d'aller voir les bonnes personnes et de passer les bons examens aussi. En termes d'imagerie, par exemple, dans le cas de l'endométrie. En fait, c'est pas normal
de souffrir tout court, quoi, en fait. Ouais, Ça, ouais, on c'est va C'est ça. pour ça et que je c'est dis, ça qu'il voilà, faut faire ce aller chemin. chercher. Parce que voilà, même si c'est un pourcentage Ouais, Peu infime, ouais. même importe ce que si c'est. l'instinct, Ouais. voilà, peut être juste faux, endométriose ou pas, mais voilà, c'est se Oui, faire confiance, comme tu se dis, faire confiance et et, Exactement. s'écouter. et Et aller s'écouter parce chercher ça. que, oui, parce que c'est pas normal, en fait, d'avoir mal. Mhm. Et donc, C'est qu'il y a quelque chose c'est quelque qu'il y a part. quelque chose. Et, Ouais. Que ce soit dans le corps, dans la mais tête, peu importe, mais en fait. exactement. Et je rebondis là-dessus parce que tu dis dans le corps et dans la tête. Et en fait, on parle, voilà, de l'endométriose, des symptômes et tout ça, mais on parle désormais maintenant, on sait que ça a un lien, le stress oxydatif, tous les perturbateurs endocriniens. On sait que ça a un lien. Et aussi, on parle de plus en plus de tout ce qui est le transgénérationnel. Alors, je vais pas Oui. épiloguer là-dessus, mais je sais que moi, j'ai fait une recherche là-dessus pour savoir. Parce qu'en fait, à un moment, t'es tellement démunie et t'as tellement mal que j'avais pas une amertume, mais j'avais ce truc de me dire, pourquoi moi? Mhm. Pourquoi moi j'ai ça? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à chercher là-dessus? Sur pourquoi moi? Pourquoi? C'est C'est l'impression pas, d'être victime d'une bah oui, et puis injustice. c'est pas héréditaire en fait l'endométriose. Tu Mhm. peux ne pas du tout en avoir dans ta famille. Ça peut sauter 1000 générations. La problématique aussi, c'est qu'en fait, bah comme c'est hyper tabou et qu'on n'en parle pas, peut-être qu'il y en avait chez nos Oui, grand-mère. c'était pas du tout Mais en fait, diagnostiqué. c'était pas diagnostiqué, on n'en parlait pas. Donc moi, je pense que je serais le patient zéro, la Oui, génération partir de zéro, toi. Ouais. et potentiellement mes enfants, enfin pas mes Des enfants, mais descendants. en tout cas mes descendants, ils sauront. Mais à partir de moi, sauf que moi aujourd'hui, je peux pas dire si Mhm. mon arrière-arrière-grand-mère en a eu, Ouais. parce que Puis parfois, pas du tout ça. parfois t'es tellement mal aussi que tu vas aller chercher partout et dans tous les sens, parce que tu vas jusqu'au transgénérationnel. C'est pas forcément là où on va Pas du d'emblée, tout. par exemple, Ouais. enfin, suivant qui on est et nos attraits Ouais, pour ouais. les choses. Mais oui, en effet, il y a des moments où Oui, oui. on vit les choses tellement, enfin, on est tellement au plus bas, entre guillemets, que Ouais, bien sûr. il reste plus qu'à explorer tout ce qui est possible. Mais c'est ça, et puis Mais il faut être à l'écoute ouais. de ce corps, en fait, qui Ouais. nous parle Oui, quand ça on devient accouche, animal, qui quoi, nous en parle, fait. Oui. exactement, C'est qui nous parle quand on a souffrance. mal, quoi. Ouais. C'est Ouais. c'est Non, pas anodin, et ce que tu disais tout à l'heure, même dans des crises qui sont vraiment très fortes, quelle que soit la pathologie, à un moment donné, ça peut, si c'est à répétition pendant des mois, des années et tout, laisser en fait des séquelles psychologiques de Mm. la perception du corps, de la perception de la, justement, de la douleur, de la souffrance et de Mm. l'appréhension. Mm. Qu'est-ce que ça Complètement. vient générer en toi au quotidien? Parce que tu sais que ça va revenir, mais tu Oui, sais et peut-être tu pas le quand, tu sens, sais comme peut-être tu pas disais. comment, mais tu vas peut-être sentir, Mm. mais tu sais pas le degré de Mm. l'intensité. Et ça, c'est valable, j'ai envie de dire, quelle que soit la pathologie, quel que Ouais. soit en fait le Ouais. type de douleur ou de souffrance auquel tu fais face. Ça va en fait mettre en place des mécanismes Ça range conscients et quelque chose. inconscients, Ouais, c'est et clair. ça va en créer tout un tas de trucs. Donc c'est quand tu parlais de voir une maladie dans sa globalité, Ouais. et c'est aussi sur une dimension temporelle en Oui, fait. Tu vois. exactement. Et comme Et- ça change tout, j'imagine, à partir du moment où, justement, tu as réussi à poser un Oui. diagnostic. Et après, tu fais des Et des choix, du coup, rituels. Ouais. différents. Ouais. Oui. Quant au moment où tu parles de l'arrêt de la pilule, dans quelle mesure tu as besoin d'être accompagné? Qu'est-ce que tu vas mettre en place Mm. par Mm. rapport à ça? Parce que tu arrives à un seuil de souffrance et à des troubles physiques, Mm. mais aussi, du coup, un impact psychologique Oui, oui. non négligeable, Oui, en fait. complètement. Et je diabolise pas la prise de pilule en continu, parce que je sais qu'à l'époque, quand moi on m'a diagnostiqué, j'avais beaucoup mal, et donc j'avais mis quelques Mmh. années quand même avant de savoir. Et du coup, quand on m'a dit enfin, bah c'est de l'endométriose, on va vous mettre sous pilule en continu, ça a été Oui, du soulagement, quoi. ok, Oui. je sais ce que j'ai. Et à l'époque, j'avais l'impression que ça allait me soigner, en tout cas que Oui. ça allait me guérir, en tout cas me soulager. Et ça m'a soulagée. Et ça m'a permis, en fait, ces 5 années sous pilule, de justement mettre en place et voilà, de prendre du recul, d'analyser, de chercher, de faire mes petites recherches, de pouvoir commencer ma petite boîte à outils. Donc finalement, ça a été hyper salvateur, quoi, ces 5 années sous pilule. Donc après, évidemment, il y a eu l'élément déclencheur qui m'a permis de basculer, mais j'aurais pas pu commencer un traitement naturel 5 ans avant, quand on a posé le diagnostic. Bien sûr. Ça aurait été impossible. J'avais vraiment besoin de ça. Ça m'a permis de souffler aussi et de me préparer. Donc, enfin, les deux ont beaucoup servi, quoi.
Oui, et comme on le disait, en Mmh. plus, je pense que selon les personnes, vu qu'on est tous uniques et Oui. que, comme tu dis, en plus, c'est une maladie avec des dimensions très Mmh. variables, que ce soit physique dans les lésions ou dans Oui. l'intensité des crises, comme tu dis, il y en a qui sont complètement asymptomatiques ou en tout cas indolores, de se dire, il y en a pour qui ce serait absolument la solution adaptée potentiellement. Mmh. Donc, vraiment, oui, on n'est pas là pour en effet, comme tu dis, diaboliser quoi que ce soit, hein, mais et puis en plus, ça permet de faire des choix. De Oui, pallier à ce certains. que je reproche, Mmh. c'est juste que, mais pour moi, ça revient aussi les maisons de naissance, en fait. C'est juste que on devrait le savoir, en fait. Ouais, ouais. On devrait savoir qu'il n'y a pas que la pilule. On devrait savoir que l'endométriose, c'est pas juste des douleurs pendant le cycle. Ouais. Et en fait, c'est ça que je reproche, c'est que moi, tout ce travail-là que je sais, que j'ai pu analyser, que en fait, quand j'avais mal pendant mes rapports, c'était dû à mon endométriose, mais ça, j'aurais voulu qu'on me le dise. Ouais. C'est la mise J'aurais à voulu, disposition mais de voilà, j'aurais l'information voulu et le la savoir. Et les compréhension. maisons de naissance, c'est pareil, en fait. Mmh. C'est juste, à un moment, si j'avais pas cherché, si j'étais pas tombée, je sais pas, sur l'émission au bon moment, au bon endroit, qui dit, bah, il y a une autre manière d'accoucher qui existe. Bah, voilà. Et donc, quand on parle de tout ça, de l'endométriose ou de l'accouchement et des maisons de naissance, et quand on raconte ça, qu'on ouvre la parole, du coup, entre femmes ou même ailleurs, quoi. Ah bon, ah bon, ah bon, ça existe, ah bon, c'est ça, ah bon, ah, ok. Eh ben ouais, en fait. Et aujourd'hui, pourquoi on n'a pas tous et toutes accès en fait à ça? Ouais. Pourquoi il faut que nous, on aille chercher le truc et qu'on aille se renseigner? Et effectivement, moi, j'ai peut-être eu, je sais pas, cette force ou ce courage d'aller chercher ça et tout ça. Et peut-être que il y a des femmes qui n'ont pas, n'ont pas ça, n'ont pas accès à ça, n'ont pas ces ressources-là. Et en fait, c'est juste pas normal, quoi. On devrait avoir accès Ouais. à tout ça. Non. Et quelle que soit, je pense, notre condition sociale, Exactement. familiale, Exactement. Ah bah oui. pathologique ou pas, hein, c'est... Oui, En tout cas, on mettra en description, notamment peut-être tes Endogirls et Ouais. ce site dont tu parlais, Ouais. on mettra à disposition pour que les gens puissent trouver plus facilement Ouais. toutes ces données. Bon, on a longuement parlé de toute cette pathologie, on a parlé de ton accouchement, enfin tu nous as raconté, pardon, ton accouchement, et on sait que du coup en maison de naissance on ne séjourne pas en général, sauf cas particulier de fatigue, si on accouche en plein milieu de la nuit ou quoi. Comment ça s'est passé pour toi le retour précoce à la maison, vu que c'est ce qui est en général pratiqué, surtout que vous aviez votre doula avec vous. Au bout de combien de temps on t'a proposé de rentrer? À quel moment ça a été OK pour toi de rentrer et comment ces premières heures et ce retour à la maison s'est déroulé? Alors moi, j'ai donc accouché à 12h46 et en fait jusqu'à 19h, j'étais absolument pas en état physique de rentrer chez moi. C'est-à-dire que j'ai fait malaise sur malaise. Je ne pouvais pas me lever du lit malgré l'aide de ma doula et des sages-femmes en maison de naissance. Donc il a été décidé que justement je devais rester quelques heures de plus, en tout cas la nuit, à la maison de naissance. Et ce qui a été vraiment hyper salvateur parce que déjà pendant la nuit, j'ai vu mon état s'améliorer, mais j'étais vraiment à plat. Et c'est drôle parce que étant danseuse, encore une fois, j'avais imaginé mon état physique et je m'étais dit bon bah oui, 4 heures, 6 heures après, ça va aller quoi. Et en fait, pas du tout. J'étais dans un état. Je n'ai jamais été autant à bout de force que ça. Et du coup, encore une fois, c'est là où je dis, où je raconte, je sais que ma maman était hyper angoissée par ce retour à la maison et on avait eu la chance de faire enfin pas un entretien, mais elle était venue et il y avait ma doula et donc on avait pu échanger là-dessus et je me souviens qu'elle avait confié ça en pleurs à ma doula et c'était sorti comme ça et elle n'avait pas du tout exprimé cette angoisse-là de ce retour hyper précoce à la maison. Et encore une fois, ça va dans la même veine que, en fait, on est hyper surveillé à la naissance. On n'est pas du tout lâché comme ça dans la nature. Et les sages-femmes ont vraiment décidé que c'était pas bon pour moi, en fait, de rentrer parce que j'étais pas en état de me lever et qu'accessoirement, mon compagnon, il devait s'occuper de mon enfant, enfin, de notre enfant, que j'allais aussi allaiter. Donc, on sait, ça allait prendre aussi, voilà, de l'énergie et tout ça. Et donc, elles ont décidé qu'on passerait la nuit à la maison de naissance et que voilà, j'avais besoin d'un peu plus de temps pour me remettre de tout ça. Et ta doula est restée?
Non, ma doula est pas restée. On est resté avec mon compagnon et mon bébé à la maison de naissance et ma doula est partie du coup à 19h quand il a été décidé ça. Du coup, comme elle était venue en voiture avec nous, mon compagnon qui du coup a pris des affaires de nuit parce que comme on n'est pas censé rester à la maison de naissance, on n'avait pas pris des affaires de nuit. Donc du coup, c'était parfait. Il a ramené notre doula, il est allé chercher voilà, de quoi passer la nuit. Et donc, il est revenu et on est resté tranquillement à la maison de naissance. Et du coup, oui, le lendemain matin, ma doula est revenue. On a un petit déjeuner avec les sages-femmes, la doula, tout le monde. Et puis après, on a fini par rentrer chez nous. Et là, c'est pareil, ce que j'ai trouvé un luxe qui ne devrait pas l'être. Mais le luxe, c'est qu'en fait, on rentre chez nous, mais on est tellement bien suivis. C'est-à-dire que les sages-femmes, elles viennent 1 heure entière par jour, voire plus, avec toi, chez toi, pour justement tous ces premiers instants-là. Nous, on avait la doula en plus, donc souvent, on coïncidait. Si la sage-femme venait l'après-midi, on faisait passer notre doula le matin ou ce genre de choses. Donc en fait, je me suis sentie mais pas du tout jetée comme ça, enfin pas jetée, mais livrée à moi-même avec mon petit nourrisson là et mon compagnon est complètement démuni. On a eu la chance aussi que moi j'avais ma maman qui était venue et alors pareil, j'avais plutôt dit à ma mère, non, moi je pense que la première semaine on veut être que tous les trois, avoir notre petit gogo et tout. Tu parles, le vendredi, j'ai appelé ma mère. Je veux bien que tu viennes, en fait. Et je me souviens lui avoir dit, je veux bien que tu viennes, mais j'ai besoin que tu sois ma maman et que tu t'occupes de moi et plus que, en fait, la grand-mère de Suzanne, notre petite fille, quoi. Et donc, j'ai vraiment besoin que tu gères un peu la logistique et tout. Et en fait, ma mère a été géniale. Elle a géré toute la logistique, quoi. Elle a fait à manger, on s'est soucié de rien. On est resté dans notre chambre et voilà, elle s'est occupée de tout, de faire les courses, de tout ça. Donc, en fait, en termes organisationnels et de suivi, j'ai hyper bien vécu les premières semaines. Après, voilà, évidemment, émotionnellement, on sait tout ce que ça engendre et tout ça. Mais en tout cas, on était libérés là-dessus. On s'est sentis hyper accompagnés, hyper suivis. Et c'est ce que je dis aussi, voilà, quand je parle de la maison de naissance, c'est non, on n'est pas du tout jetés comme ça, livrés à nous-mêmes. Au contraire, il y a un suivi qui me semble être en tout cas plus que celui qu'on peut proposer en maternité. Alors c'est sûr qu'on reste plus longtemps à la maternité, mais après j'ai l'impression qu'une fois qu'on a passé, je sais pas, les 3 jours ou les 5 jours à la maternité et qu'on rentre chez nous, si t'as pas, voilà, t'as pas de suivi, tu rentres avec Mis à ton part petit faire bébé. appel à une sage-femme libérale, ça une arrive. doula ou Oui, quoi que ce soit, mais oui, en effet, mais il n'y a c'est pas pas la inclus. continuité Oui, de voilà. suivi, en ouais. fait. Exactement. Et ça, j'ai trouvé que, encore une fois, ça faisait partie du combo gagnant et que c'était précieux et que ça nous a sauvés vraiment sur ces premières semaines, quoi. Mmh. Et du coup, avec tout ce que tu nous as raconté, et notamment parfois aussi peut-être cette solitude que tu as pu ressentir à travers toute cette maladie, et tout ce que tu nous as raconté sur ce super suivi que tu as eu la chance, ces planètes alignées, quel message tu aimerais transmettre aux autres femmes atteintes d'endométriose et qui hésitent à accoucher en maison de naissance ou à organiser un accouchement physiologique? N'hésitez pas, c'est génial. Et non, mais écoutez-vous si à l'intérieur de vous, vous êtes convaincu que c'est ce qu'il vous faut, allez-y parce que l'endométriose n'empêche pas en fait Oui. la maison de naissance. Donc, donc il y a pas de raison. Si c'est ce que vous avez envie, franchement, allez-y les yeux fermés et sans hésitation et je vous souhaite le même suivi et le même accueil que ce que j'ai eu moi en fait parce que c'était idyllique encore une fois. Et maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie et avec tout ce qu'elle t'a apporté, tout ce qu'elle t'a beaucoup apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? C'est un endroit où on permet à la femme d'être en confiance et de se sentir plus puissante qu'elle n'a jamais été, quoi. Je pense que ça va pas changer. C'est toujours ce que je pense de cet endroit-là, quoi. Les maisons de naissance permettent d'ouvrir, je dirais, une brèche et de nous laisser la place, quoi, de nous épanouir pleinement dans dans cette naissance qui est une naissance d'enfant, mais une naissance de mère, de femme, quoi, de femme surtout avant d'être mère, quoi. Merci Clémence. Merci.
Ouais, c'est une belle vision des maisons de naissance. Et avant de nous quitter, je vais te poser la traditionnelle question du podcast, qui est, est-ce que tu as une petite astuce à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent se préparer à l'accouchement physiologique de manière plus générale? Ah, c'est dur, hein. J'ai pas d'astuce parce que j'avais l'intime conviction que je devais me faire confiance. Et en fait, j'ai voulu être comme tout ce qu'on peut voir là sur Instagram ou sur les réseaux. Je me suis dit, je ferai ça et je ferai ci et je ferai ça et je ferai ça. Et en fait, moi, j'ai eu envie de rien faire. Et j'ai eu juste envie de me refaire confiance, de me faire confiance et de me refaire confiance et de faire confiance à mon instinct. Avec parfois ce doute de me dire, est-ce que je vais pas regretter de pas avoir fait l'autonomie, de pas avoir fait l'hypnose, de pas avoir fait tout ça. Et en fait, quand je vois l'accouchement que j'ai eu, je me dis, non, j'ai aucun regret de simplement m'être dit, fais-toi confiance. Ouais, ce que t'as envie. Fais ce que t'as envie et crois en ton mammifère intérieur, quoi. Parce que je pense que quand on accouche, en fait, même après, quand on est mère, je pense que on est un petit mammifère, quoi. Donc, crois en ça. Oui, je pense que tu parles de petits mammifères et oui, je pense que c'est ça notre guide. Et en fait, s'il y a des choses qu'on voit même sur les réseaux, dont on entend parler et qui nous attirent, c'est ok d'y aller, mais comme tu dis, ne pas se forcer, en tout cas, suivre l'instinct. Toi, t'as été finalement vers une doula, comme d'autres iront vers autre chose. Mais ouais, je pense que c'est un bon, je vais dire conseil. Je sais pas si c'est un bon conseil, mais c'est une bonne astuce. Ouais, puis ne pas culpabiliser De faire pas ou pas faire. faire. Voilà, de faire ou pas faire, en fait. Ne pas culpabiliser, c'est ok. Si c'est ok pour toi à ce moment-là, et peut-être que si j'ai une deuxième grossesse, je ferai pas du tout pareil, tu vois, mais. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode, en fait. Le mammifère te guidera vers autre chose. Voilà, c'est ça. Mon petit mammifère. Il a l'air très mignon, ton petit mammifère. Les gens te voient pas, mais. En tout cas, merci pour tout ce partage, pour tout ce moment riche en émotions, plein d'anecdotes et surtout très intéressant. Je pense que beaucoup de gens auront appris des choses. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Donc, je te remercie aussi pour la confiance que tu nous as accordée en venant te confier à notre micro, en racontant ton récit, mais aussi en ouvrant la parole sur l'endométriose et la possibilité justement d'avoir un accouchement physiologique, maison de naissance ou pas maison de naissance, hein, on l'a évoqué, il existe d'autres possibilités même en hôpital ou en clinique, hein, mais voilà, de se dire que on peut accéder à quelque chose de serein, en confiance, en puissance, malgré une pathologie qui parfois peut paraître un peu insurmontable, dont des fois on est dans une espèce d'errance médicale et c'est chouette finalement tout ça, comme le disait Capucine tout à l'heure, on vous met en description toutes les références que tu nous as dit, que ce soit des comptes Instagram, si tu as éventuellement aussi des lectures, des choses comme ça à conseiller, ce sera avec plaisir qu'on les partagera. Et puis on espère que ton récit aidera d'autres couples qui rencontrent le même genre de situation, d'autres femmes qui vivent les mêmes situations que tu as pu nous partager en amont, de pouvoir se lancer dans l'aventure des maisons de naissance ou de l'accouchement physiologique et que ça fera plein de beaux moments et de bons souvenirs à partager. Au revoir Clémence. Au revoir. Au revoir Clémence. Au revoir. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.